Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour la 3e édition, déjà ça passe vite, ça passe vite, la 3e édition du RMC Sport Club. Tous les lundis soirs, 21h, on se retrouve pour évoquer 3 thèmes liés au sport et un peu se projeter sur comment le sport va évoluer. Au programme ce soir, on va parler santé mentale dans le sport. Est-ce que c'est vraiment pris au sérieux ? Ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle. Est-ce que les choses bougent ? Une stat qui est sortie la semaine dernière, YouTube dépasse les audiences de la télé. Est-ce que ça va avoir un impact sur le monde du sport ? On va évoquer ça. Et enfin, notre fameux top 5. Enfin, ça commence à devenir les fameux top 5. Top 5 des sports à supprimer au JO, pardon. Chat, j'espère que vous allez bien. Salut J'ai pas de Luc, salut HJC, salut Diartis, salut Patachou. À chaque fois Patachou c'est mon petit préféré. C'est mon petit préféré. Petit générique et je vous présente les copains qui sont avec moi ce soir dans le canapé. Tout déjà, Lému, tu as des petits yeux. Oh, je ne parlerai pas de mon week-end. Il y a peut-être une raison à cela. Pour la fin d'émission, t'inquiète pas. Exactement. Avec nous ce soir, un petit nouveau. Alors, c'est pas un petit nouveau personnel parce qu'on est potes depuis pas mal de temps. Alex, comment ça va, Alex ? Bah ça va super, très heureux d'être là. Toujours sur RMC. Tu te sens bien ? Attends. Ah oui, petit truc que je vous ai pas dit, on inaugure le nouveau studio. C'est beau ou pas ? Et ça, c'est top. Oui. Décor évolutif. On attendait qu'Alex vienne pour la première fois pour l'inaugurer. Exactement. Faux, complètement faux. Non, on est très heureux de vous accueillir ici. C'est un peu le studio où on va mettre en place pas mal de nouveaux streams, qui vont venir, notamment les streams ping, peut-être des choses qui se passent. Je vois pas de quoi tu parles. On connaît pas. Apo, ça va ? Ça Deuxième va, fois ? La deuxième. Prends pas trop la On m'a confiance, rappelé. Je sais pas. J'ai trouvé ça sympa. J'ai vu de la lumière, je suis passée. Franchement, tu m'as régalé, tu nous as régalé dans le chat la dernière fois. Ok, la pression d'entrée. Non, très bien. Je sais pas. Je te demande pas de me régaler ce coup-ci, c'est tout. Mais ça fait plaisir de te retrouver. C'est naturel chez moi. À ma gauche, un nouveau aussi. Salut copain. Sûrement un futur titulaire. Ah, tu penses ? Ouais, je sais pas. Tu as la pression. Ouais, toujours, je mets la pression direct. D'entrée. En tout cas, on est au salon là. Ouais, t'es bien aussi ? Ah, franchement, ouais, on régale. Clément, comment ça va, Clément ? Bah, ça va. Franchement, très content d'être avec vous aussi pour la première. Tu rigoles. Du top. Bah, on espère. Je t'aime, voilà, je l'ai dit. T'as le je t'aime facile. Hein ? T'as le je t'aime facile, toi. Ouais, il faut. Et après, on fera des cœurs de boomer. Et je pense que c'est important, et c'est en lien avec notre premier thème, la santé mentale dans le sport. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a plusieurs choses qui nous ont alertés et qui continuent de nous alerter. Premier élément, c'est Michael Phelps qui en a parlé, le recordman de médaille d'or au JO. Vous le voyez à l'écran, j'ai pensé à mettre fin à mes jours et ça fait peur. Il a la lumière au bout du tunnel et je veux soutenir les gens qui luttent contre ça. Parler de santé mentale m'a sauvé la vie. On a eu un autre élément, on en parle un peu, en tout cas on se pose des questions sur Kylian Mbappé en ce moment, sur sa non-présence, est-ce que c'est un lien avec la santé mentale, etc. C'était Upamecano la semaine dernière en conférence de presse qui a un peu évoqué le sujet. On l'écoute et après on réagit ensemble. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs, donc moi j'avais dit en début de saison qu'il y avait beaucoup de matchs et qu'on est des êtres humains après. On est des êtres humains, donc comme j'ai dit... L'abcès mental, elle compte beaucoup pour nous, les footballeurs. Mais après, je vais pas rentrer dans les détails. Et comme j'ai dit, c'est notre capitaine. Et j'espère le revoir très vite parce qu'il est très important pour nous. Et on l'entend, hein. Il a dit l'aspect mental, c'est très important pour nous. Mais en même temps, il dit je vais pas trop rentrer dans les détails. Un peu une sorte de tabou, j'ai l'impression. Dans quelques instants, à chaque fois on essaie, je vous le dis, d'avoir un invité qui est là pour partager soit des facts, soit son expérience. On est très heureux d'avoir Pascal Papé. La classe. Ouais, la classe. Ancien 65, je crois, sélection en équipe de France, ancien capitaine, joueur illustre du Stade français. Comment ? Un monstre. Ouais, un monstre. Il a dû se régaler samedi soir, lui. Ouais, clairement. Bon, il a pas. Content, je pense. Pour moi, il a pas joué dans le bon club, mais. Ouais, bah tu lui diras. Ouais, je lui dirai. J'hésiterai pas, tu le sais. Pas de problème. Tu vas rentrer dans le vif du sujet. Mais déjà, j'aimerais avoir votre avis, Canap. Je vais te poser la question en premier, Alex. Est-ce que tu trouves que c'est pris au sérieux maintenant ? Pris au sérieux, non. Par rapport au fait que je prends l'exemple par rapport au sport que je connais le plus, à savoir la Formule 1 et le sport auto. Encore une fois, aujourd'hui, les pilotes, il y a cette façon de regarder le fait que la performance définit l'homme. Alors que pas du tout. Si on rate une performance,
on n'est pas une mauvaise personne, on n'est pas un mauvais pilote, on n'est pas une mauvaise personne dans la vie d'une certaine manière. Et encore une fois, il y a cette façon de voir les choses du fait que on a une situation aujourd'hui en Formule 1 où on prend l'évolution au niveau de la santé mentale par rapport au fait depuis, j'ai envie de dire 5 ans, depuis le Covid. Aujourd'hui, tous les pilotes commencent à parler. Mais il y a encore des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Je prends l'exemple, eh bien justement nous on l'aime pas trop en Formule 1, mais c'est Helmut Marko qui est l'un des patrons de Red Bull Racing, qui a dit ouvertement Lando Norris qui est concurrent aujourd'hui de Max Verstappen en Formule 1 pour la bataille pour le titre, il reste 3 courses, il y a encore la bataille pour le titre qui est en jeu, et il y a un mois il a dit Helmut Marko, Lando Norris qui a ouvertement parlé dans les médias qu'il avait des problèmes de santé mentale depuis qu'il est arrivé en Formule 1, il a dit Helmut Marko, oui on sait que Lando il a des failles, on sait qu'il a des failles mentales, donc on va pouvoir les exploiter. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a fait avant, tout le travail qui a été fait depuis 5-10 ans, terminé, envolé. Parce qu'il y a un abruti, qui est Helmut Marko, qui a dit ouvertement oui, lui, il a des problèmes au niveau de la santé mentale, on va les exploiter. Mais ça définit pas l'homme. Et en fait, la problématique de ça, c'est qu'aujourd'hui, Lando Norris, qui est très souvent critiqué, par exemple, en Formule 1 pour son comportement qui est un peu gamin d'une certaine manière, mais c'est un homme gentil et tout. Et ça définit pas l'homme, du moins les actions qu'il peut avoir en tant que pilote. Et un Helmut Marko qui arrive comme ça, en fait, il dit ouvertement l'instant mental, j'en ai rien à faire et ça n'a rien à faire dans le sport. Apo, c'est pris au sérieux pour toi ? De plus en plus. Après, il y a un lien évidemment avec la société en général. Le sport, c'est quand même un reflet de ce qui se passe dans la société, évidemment déformé. Mais c'est de plus en plus pris en compte parce qu'il y a une libération de la parole qui se fait. Et ça permet justement de banaliser un petit peu ce sujet-là. Après, est-ce que c'est suffisamment pris en compte ? Pour moi, pas du tout. Je pense qu'il y a encore des choses à mettre en place. Mais on avance. On part de très très loin et on avance fortement. Clément, rapidement. Moi, je rejoins Drapeau sur le côté on a pris conscience d'eux, mais toujours pas assez. Ouais. Franchement, depuis 3 jours, là, pour préparer l'émission un peu, j'ai beaucoup échangé avec des psychologues, avec des prépas mentaux, avec des joueurs de foot aussi. Moi, mon domaine, ça va plus être le foot. Et en fait, au parcours de formation, il n'y a pas d'accompagnement. Ils arrivent professionnels, ils ont absolument aucune base. Et derrière, on va commencer à en mettre un petit peu dans les clubs, etc. Mais il n'y a pas de suivi. Donc, il faut encore s'améliorer sur ce point-là. Mais oui, on en prend de plus en plus conscience. Ouais. Alors j'avais Pascal qui était avec nous, il vient de raccrocher. Du coup, si tu pouvais faire une réponse un peu plus longue. Eh ben, écoute, je vais juste reprendre ce que disait Apo aussi sur le côté reflet de la société. Aujourd'hui, on voit beaucoup de racisme, de xénophobie, de misogynie. On voit un peu de tout ça. Et je pense que et ça recentre un petit peu. Et pourquoi on parle de ça ce soir, c'est que finalement, la santé mentale, c'est le grand chantier du gouvernement aussi. Michel Barnier l'a annoncé pour 2025. Il y a des taux qui sont absolument dingues. On voit depuis, je regardais un petit peu une enquête entre 2010 et 2019, si on compare cette période-là à l'après-Covid, on a 71% de plus d'hospitalisation après des personnes qui ont essayé de mettre fin à leur vie. C'est dingue. Donc c'est absolument fou. J'ai regardé les scores dans le milieu scolaire. 13% des élèves scolarisés en France présenteraient un trouble de la santé mentale. C'est une étude de Santé publique France. Donc, et 48% dans le milieu professionnel. Tu vois, donc en fait, on est clairement dans le thème. Quoi. C'est ouf. Énorme. Pascal est là. Pascal légende. Aussi dans le chat, avant de te prendre, Pascal. Attends, on m'a demandé d'enlever ma tête. Je le fais maintenant. T'inquiète pas si tu me vois plus, Pascal. Dans le chat, il faut en parler. C'est bien que les sportifs en parlent enfin. Simon Biles, Osaka au tennis, Duffman aussi. C'est vrai que ça commence. Niemesia qui dit quelle absurdité que de considérer la performance physique en niant la santé mentale des individus. Je vous l'ai dit, Pascal, comment ça va ? Déjà, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Est-ce que tu peux juste tourner ton écran, s'il te plaît, Pascal Comté, en 16:9 ? Ah oui, pardon, excusez-moi. T'en fais pas, il n'y a aucune galère. Il m'avait dit en amont, je suis désolé. T'en fais pas. Elle est encore plus impressionnante comme ça. Tu peux remettre ton écran de l'autre côté. Ouais, c'est bon, j'ai les épaules qui rentrent dans la largeur. Comment ça va déjà, Pascal ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis content d'aborder ce sujet avec vous ce soir parce que c'est un sujet qui me touche et qui me tient à cœur. Donc assez content d'avoir été invité. Voilà. Bah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Première question, c'est celle que j'ai posée aux copains dans le canapé. Est-ce que tu trouves qu'on est arrivé à un point où c'est pris au sérieux la santé mentale chez les sportifs ? Enfin. Ok. Enfin, c'est pris au sérieux. Alors que bon, ça fait un petit moment. Ça toujours. Alors je vais parler pour le rugby, hein, d'accord, bien sûr. En priorité parce que ok, pour le sportif en général, je suis d'accord aussi, mais dans le rugby, la santé mentale, c'était tabou encore, hein, parce que quand t'es malade mentalement, en fait, t'es faible, tu vois ce que je veux dire, et forcément cette faille-là, en plus, c'est une faille que tu comprends pas en fait.
tu vois, aller voir un préparateur mental ou aller voir un psychologue pour que ça aille mieux, ça veut dire que que tu vas pas bien ou que t'es fou ou qu'il y a un truc qui se passe et dans notre milieu c'était vraiment une faiblesse d'avoir ce mal-être on va dire de mental donc je suis content parce que depuis quelques années dans le rugby on est vraiment en train de démocratiser ce sujet. Il est vraiment pris à cœur maintenant, enfin, dans les centres de formation, et ça, je suis tellement heureux parce que pour moi, c'est une vraie formation. La santé mentale, c'est une vraie formation. C'est-à-dire que pour être performant sur le terrain, il faut que tu sois bien dans ta tête. Dans ton corps, évidemment, mais encore plus dans ta tête parce que la tête, c'est celle-là qui va diriger ton corps. Et aujourd'hui, ça y est, enfin... le rugbyman, parce que aussi il y avait aussi ce déni du rugbyman, du sportif, de se dire que oui, la santé mentale, en fait, va participer à la performance. Et que si je suis bien, je vais être plus performant. Et que si je mets en place des petits entraînements invisibles sur cette partie mentale, je vais être plus performant, plus heureux dans ma vie, plus accompli, moins stressé. Enfin bref. On pourrait en parler toute la soirée, mais en tout cas, je suis très heureux parce que ce sujet-là est vraiment maintenant au cœur des discussions et à la fois dans les institutions, mais aussi dans les clubs. T'as sorti un livre où t'oses en parler, où t'en as parlé librement, et je pense que ça a aidé pas mal de gens et aussi de sportifs. Est-ce que tu peux nous partager un peu, pour les gens qui connaissent peut-être pas ton histoire, par quoi t'es passé, ce que t'as enduré, et ce sur quoi t'as dû lutter? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai écrit un livre, donc c'est sympa de pouvoir le lire. Non, je vais pas faire de promo. Achetez le livre de Pascal. c'est pas le sujet. C'est pour rigoler. Et t'es BG en plus sur la couverture. On voit la couverture, là, t'es BG dessus. J'étais plus jeune et plus affûté déjà. L'époque du stade. Là, la TVA est passée par là. C'est comme ça. Ça ne se voit pas. Donc moi ça part de loin, hein. C'est une histoire d'enfance, hein. C'est-à-dire que si je peux très rapidement reprendre mon histoire. Prends ton temps, t'as tout ton temps, Pascal. Bien sûr, je suis issu donc j'ai été adopté quand je suis arrivé dans la famille Papé, parce que c'est pas le nom que j'avais à ma naissance, à l'âge de 6 mois. Comment je suis arrivé dans cette famille? En fait, je suis issu d'une maman biologique qui malheureusement la vie avait abandonné trop vite. Okay. Et qui était prostituée, qui avait des problèmes d'addiction avec la drogue et l'alcool, hein. C'est pour ça que je dis que malheureusement la vie l'avait elle aussi abandonné un peu trop vite. Donc il m'a laissé après ma naissance dans l'appartement un peu tout seul, même beaucoup tout seul, puisque quand les policiers ont enfoncé la porte et qu'ils sont venus me chercher dans ma chambre, ça faisait à peu près au moins, on va dire, enfin c'est une estimation, mais au moins presque 2 jours où j'étais tout seul, puisque j'étais en train clairement de mourir de faim et que j'avais déjà développé une hernie abdominale à force de crier. Alors j'avais déjà une grande gueule à l'époque, mais au moins ça m'a sauvé la vie. Ma vie elle commence comme ça, où je suis certainement pas un enfant voulu. C'est quelque chose que je n'en voudrais jamais à ma mère biologique, parce que encore une fois sa vie n'était pas facile. Et donc je me retrouve dans cette famille Papé à l'âge de 7 mois, en faisant un petit stage quand même par l'ancienne DAS, hein, qui est l'ASE aujourd'hui. Donc on va dire un peu la SPA des jeunes, et heureusement que ça existe, hein, encore une fois. Donc j'arrive dans cette famille et je tombe dans une famille qui est incroyable, où mes souvenirs de ma plus tendre enfance sont pour moi je suis un membre entier de cette famille. Et je reçois le même amour que mes 3 grandes sœurs, hein, c'est mes sœurs, hein, aujourd'hui. Et en fait, je commence ma vie en étant, on va dire, choyé, aimé, etc., etc. Et en fait, très vite, je comprends que je vais pas être un enfant comme les autres, parce que régulièrement, il faut que le mercredi, j'aille voir tous les mercredis quelqu'un que je connais pas, mais qu'on me force à voir, donc qui sera ma mère biologique. Et je ressens que cette dame aussi, elle n'a pas forcément envie de me voir, qu'elle est mal à l'aise, que je vous parle, en fait, il faut se mettre dans la tête d'un petit garçon qui a 4-5 ans et qui commence à comprendre les choses. Bien d'accord. Et donc, ma mère adoptive m'explique que c'est bien sûr que c'est ma maman biologique. Donc tout de suite, mes parents m'ont dit la vérité, et j'ai grandi avec cette vérité. Et je crois que
ça m'a quand même un minimum aidé par la suite. Et donc, en fait, voilà, je vais voir cet inconnu. Et puis, un jour, je suis dans la salle d'attente et j'entends ma mère, donc adoptive, parler avec l'assistante sociale et se faire un petit peu engueuler, entre guillemets, en disant « Mais Madame Papé, vous pouvez pas l'aimer comme vos enfants. À tout moment, il peut repartir chez sa mère biologique. Arrêtez, il faut pas qu'il vous appelle papa ou maman. » Donc, tout ça pour vous dire que imaginez dans la tête d'un petit gars de 4 ou 5 ans quel choc ça peut vous faire, parce qu'en fait, à partir de là, je connais pas mon futur. C'est-à-dire que j'ai une épée de Damoclès sur la tête et je sais pas si le lendemain, je vais être dans ma famille encore. Parce que même moi, on me dit, il faut pas que tu t'attaches trop à monsieur et madame Papé. Hein. Tu sais, ta maman, elle va vouloir te reprendre. Elle fait les efforts pour te reprendre et tu vas pouvoir retourner vivre avec elle. C'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, ça vous déconstruit, en fait. Ça vous déconstruit et ça vous met une épée de Damoclès sur la tête. Vous savez pas de quoi est fait le lendemain. Donc des symptômes derrière d'insomnie, de pipi au lit jusqu'à 12-13 ans parce que en fait t'es dans l'anxiété, t'es dans le stress permanent, t'as une boule au ventre. En fait, j'ai grandi comme ça en fait. Ma petite adolescence, je l'ai vécu comme ça. Et en fait, cette faille-là, et donc je ne suis jamais retourné évidemment chez ma mère biologique, mais par contre j'ai grandi avec ce traumatisme. Ce traumatisme et cette incertitude du lendemain. En fait, je me suis aperçu très vite que, en fait, on m'écoutait pas. On n'écoutait pas le petit gars de 12-13 ans qui disait, je veux plus la voir. Et elle voulait plus me voir non plus. En fait, on ne se connaissait pas. Et en fait, la vie avait fait que nos chemins s'étaient séparés très vite et que c'était le destin qui avait créé ça et qu'il fallait arrêter de s'acharner après ça. Et en fait, on m'a pas écouté. La seule fois où on a commencé à m'écouter, c'est quand j'ai commencé à avoir 16 ans et que j'ai commencé à faire plus d'1m90 et au moins 110 kilos, où j'ai dit, voilà, maintenant on va arrêter parce que en fait, j'ai plus envie. J'ai plus envie, c'est moi qui vais décider un peu de ce que je veux faire. Et là, le juge des enfants, il s'est dit, là, on a quelqu'un qui décide de ce qu'il veut faire, et etc., etc. Mais tout ça pour vous dire aussi également que, en fait, j'ai développé, avec cet apprentissage de la vie, on va dire presque un dédoublement de ma personnalité. Alors je vais un peu loin là-dedans, mais dans le sens où j'ai caché à tout le monde qui j'étais réellement. J'ai caché que j'étais adopté, j'ai caché que mes sœurs n'étaient pas mes vraies sœurs, aux copains du rugby, à l'école. Enfin, j'ai toujours trouvé des subterfuges pour en fait montrer que en fait j'étais comme les autres parce que je voulais être comme les autres, mais en fait je l'étais pas en fait. Et du coup le fait d'avoir aussi grandi comme ça en essayant de toujours cacher et d'enfouir au plus profond sa vérité et sa vie en fait, quelque part ça a créé une faille et quelque chose de sensible chez moi. Tout ça pour vous dire en fait que j'ai grandi, je me suis métamorphosé physiquement. J'étais bon au rugby, je suis parti à Bourgoin, je suis devenu international en équipe de France très jeune en fait. Tout ça a été très très vite. Okay. Mais je cachais ma vie même aux journalistes, c'est-à-dire qu'un jour il y a un journaliste qui me dit mais oui mais je te suivais quand t'es jeune mais t'avais pas le même nom pardon. C'est dingue. Et là incroyable l'effroi que j'ai eu et ce sentiment là de on est en train de découvrir ma vérité, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et tout. Et en fait encore une fois j'ai rebondi encore je ne sais pas comment pour dire mais non mais c'est parce que mon père à l'époque j'avais pas été reconnu par mon père parce qu'il n'avait pas fait les papiers. Mais vous imaginez des stratagèmes pour éviter les questions quoi, pour éviter qu'on insiste sur ce point. Et donc après ma carrière étant partie, ça y est, c'est parti. Et, évidemment, je le cacherai toujours, hein, mais ce sujet est un peu moins dans ma tête parce que ça roule, parce que je suis bon au rugby, je deviens capitaine de l'équipe de France, etc., etc. Et puis un jour, je me blesse lors d'un France-Italie. Je suis capitaine, d'accord. Ouais. France-Italie, donc je suis capitaine de l'équipe de France. Vous dites, donc c'est la fierté que j'ai. Bien sûr. Je suis vraiment fier de ça. Et au bout à la 50e minute, ou je ne sais plus laquelle, je prends un coup de genou dans une de mes vertèbres et là, je ne sens plus ma jambe droite. Oh. D'accord. Ouais. En l'espace de 24 heures, en fait, je suis passé de capitaine de l'équipe de France à plus rien. Ouais. C'est-à-dire à plus rien, les mecs me disaient, les chirurgiens me disaient, les docteurs me disaient, on ne sait pas si ta sensibilité avec le nerf qui a été frappé tellement fort dans ton dos, on ne sait pas si elle va revenir, en fait.
Et on ne sait pas si elle va revenir totalement, partiellement, etc., etc. Imaginez dans ma tête, je suis capitaine de l'équipe de France, 24 heures avant, 24 heures après, je suis personne, je suis quasiment plus personne et je vais peut-être plus pouvoir jouer au rugby. Et ben, vous savez quoi? La cocotte minute là que j'avais depuis que j'étais tout petit, en fait, il y avait une petite faille comme ça, elle s'est agrandie et ça a explosé en fait. Tu t'es retrouvé face à tes problèmes que tu avais cachés finalement avant ça, parce que tu avais une sorte de compensation. Mais en fait, le jour où ça m'est arrivé, je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma vie. C'est que ma vie, en fait, je suis arrivé. Enfin, on veut pas de moi, en fait. On veut pas de moi, on veut pas de. Enfin, voilà, j'ai remis en question mon existence, en fait. Que mon existence, elle n'était pas approuvée, elle n'était pas désirée, en fait. Utile, ouais. Et que en fait, voilà, en fait, je me retrouvais comme à la base de ma vie, un moins que rien, qui allait servir à rien, quoi. Alors que 24 heures avant, j'étais capitaine et que j'étais peut-être au sommet de ma carrière, quoi. Et donc, en fait, explosion complète. C'est-à-dire que, voilà, hein, que ça soit au niveau rugby, au niveau familial, ou voilà, mon ménage, enfin, ma vie de couple aussi a complètement explosé parce que ça a été un tout. Je me suis rendu compte de plein de choses. J'avais déjà 3 enfants quand même. Enfin, en fait, j'ai mis mon existence et ma vie en doute, en fait, en me disant, est-ce que vraiment, est-ce que tu mérites d'être là jusqu'à l'insomnie qui revient, les cachets pour le dos parce que la douleur elle est terrible, les cachets pour dormir, les cachets parce que ça y est, tu commences à être un peu dans la déprime, et puis voilà, cocktail Molotov, quoi. Et puis un jour un jour je me vois clairement en dehors de mon corps en train de me dire, mais écoute, la seule chose que tu as envie là, c'est dors. Donc tu vas dormir pour toujours. Okay. Et donc j'ai pris tout ce qu'il fallait pour essayer de dormir. Et en fait, voilà, j'ai tenté à ce moment-là. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup de recul. Et aujourd'hui, beaucoup de facilité parce que j'en parlerai après, mais j'ai fait ma thérapie. Et c'est facile pour moi d'en parler aujourd'hui, mais je me suis vraiment vu en dehors de moi, comme si j'étais en train de regarder la scène, en train de prendre des cachets, en train de m'endormir jusqu'à ce que mon père arrive dans la chambre et voit que j'étais en train de partir et il m'a frappé pour que je revienne à moi, etc. Donc, mais voilà, vous imaginez en l'espace de 3 semaines. C'est fou. Mais à ce moment-là, Pascal, t'es accompagné quand même ou pas mentalement quand tu traverses toutes ces phases? Rien du tout. Pas du tout, mais t'es fou, quoi. En fait, imagine le gamin que je suis et l'adulte que j'étais à ce moment-là. En fait, j'ai lutté contre ces personnes-là toute ma vie. Les psychologues, j'en ai vu, mais 45 dans ma vie, des assistantes sociales, des éducatrices. En fait, on a toujours essayé de prendre soin de moi, de dire je ne voulais pas, je voulais plus être le centre d'intérêt de ces personnes-là parce que ces personnes-là me rapprochaient de mon passé et de ma vérité, en fait. Oui, parce qu'il allait falloir te confronter à ce qui posait problème. Exactement, me confronter en fait à ce que j'avais détesté toute ma vie, toute ma jeunesse. Vous voyez, et vous savez, le livre, il s'appelle Double jeu. Et en fait, au départ, je voulais vraiment que ça s'appelle Derrière le mur, parce qu'en fait, vis-à-vis de ces personnes-là, en fait, j'avais construit un mur. Et en fait, elles pouvaient dire ce qu'elles voulaient. En fait, elles n'avaient aucune réaction de ma part, parce qu'en fait, j'étais pas là. J'étais derrière le mur. Et ça, je l'avais déjà mis en place quand j'étais petit. Vous imaginez un peu psychologiquement la construction que j'ai pu avoir. Aujourd'hui, l'histoire, elle est belle parce que voilà, j'ai fait ma thérapie, etc. Et rapidement, parce que je suis curieux de savoir ce que tu allais dire sur l'après. Mais comment t'as réussi à te sortir de là? Qu'est-ce que t'as mis en place pour pouvoir rebondir? Alors, une fois que tu prends les cachets et que tu as fait la connerie, c'est le premier jour du reste de ta vie, en fait. Ouais. Et donc j'ai eu la chance d'avoir le docteur Savini, qui est aujourd'hui le médecin du 15 de France, qui était au stade français, qui avait déjà eu cette expérience-là avec notamment un joueur ultra connu aussi avant moi, qui m'a envoyé tout de suite dans un hôpital, une maison de repos, d'accord, où on traite vraiment ce genre de pathologie. Et en fait, ce que j'ai adoré, je vous le dis parce que cet endroit m'a sauvé la vie. Ce que j'ai adoré, en fait, c'est quand je suis arrivé, il y avait rien dans la chambre. Okay. Il y avait rien. Il y avait un lit,
un bureau, une feuille blanche et un crayon de papier. Donc tu étais face à toi-même. C'était dans un énorme parc, on était au mois de mai, et en fait ça m'a permis de vraiment me confronter avec moi-même en fait, et de pouvoir faire le point avec moi-même et de se dire peut-être, Pascal, peut-être il faudrait que tu t'acceptes maintenant que tu as été au fond du seau ou du trou. Maintenant peut-être que t'as 3 enfants, il va falloir que tu leur expliques un peu ton histoire parce que elle va les intéresser parce que c'est aussi leur vie. Et en fait, j'ai abordé ce séjour de 3 semaines là-bas comme ça. Et ce qui était génial, c'est que il y avait un papier et un stylo et en fait, j'ai dit je vais écrire à mes enfants en fait, ma vie. Je vais écrire ma vie à mes enfants. Et en fait, c'est le départ du livre. C'est-à-dire qu'on a repris mes notes après avec un collaborateur qui m'a aidé à écrire le livre. On est parti des notes que j'avais écrites pendant ces 3 semaines-là. Et en fait, ma thérapie, en fait, finalement, moi, ça a été des mots pour mes mots. Et évidemment, bien sûr que j'ai vu des personnes, bien sûr que j'ai fait un pas en avant pour me soigner en cassant le mur cette fois-ci, et en me disant ce mur-là, en fait, je vais le casser parce que j'ai besoin de vous, en fait. Et vous allez m'aider. Et après, donc, j'ai eu le relais avec Myriam Selmi, qui est aujourd'hui, vous la connaissez tous, qui est la psychologue depuis tout petit de Teddy Riner. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle pendant tout le reste de ma carrière et encore parfois aujourd'hui. Et je suis tombé sur quelqu'un qui m'a amené un nombre de clés à des problèmes que j'avais incroyables. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que j'ai trouvé en fait pas la tranquillité, mais la sérénité, au final, dans la parole et dans l'écriture. Et justement, en parlant de parole, est-ce que tes coéquipiers, ils sont au courant à cette époque-là ou ils sont mis au courant longtemps après ? Pas du tout. Pas du tout. Je me rappelle du message de Julien Bonner qui, une fois que le livre sort, parce que je ne l'ai même pas dit avant, vous voyez, j'étais jusqu'au bout. D'accord. Qui m'appelle et qui me dit mais putain, mais elle est incroyable cette histoire, j'ai jamais rien vu. Attends, mais c'est dingue en plus. Voilà. C'est fou, ton histoire elle est folle. Ouais, c'est fou, mais en fait c'était dangereux. Ouais. C'est dangereux parce qu'en fait d'avoir ce secret trop enfoui, le jour où malheureusement ça. Par le biais d'une blessure, j'ai craqué, ça a été puissance 10, alors que peut-être si j'avais accepté mon histoire, mais j'étais pas prêt en fait. Aussi, attention. Vas-y, excuse-moi. J'étais pas prêt, en fait, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi tu l'as pas dit avant, Pascal ? Mais parce que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à m'accepter encore. Et je pense que cette blessure et toutes ces conneries que j'ai fait en suivant, elles m'ont aidé encore une fois à avoir cette troisième naissance entre guillemets, puisque la deuxième, je dirais toujours que c'est le jour où le juge a dit monsieur, c'est bon, vous pouvez vous appeler monsieur Papé maintenant, à 18 ans. Ça a été ma deuxième naissance, et puis la troisième, c'est celle où je me suis aperçu qu'il fallait que je fasse la paix avec moi-même en fait. Et avec un peu de recul là, si tu devais parler à un sportif ou un joueur qui est en train de vivre à peu près la même chose que toi, tu lui conseillerais d'en parler pendant sa carrière ou pas ? Bien sûr. Bien sûr. En fait, il faut la communication, la parole, l'écriture, le dessin. Il y a plein de choses pour extérioriser parfois son mal-être. Ça peut être un mal-être personnel, ça peut être un mal-être professionnel, parce qu'aujourd'hui on fait un métier qui est vraiment dur, un métier de pression, de stress, où on est sans arrêt dans la concurrence, où on est sans arrêt avec ce costume de gladiateur. Et un gladiateur, ça peut pas tomber, quoi. C'est un homme fort, quoi. Tu vois, c'est le rugbyman des temps modernes, quoi. Que en fait non, moi j'engage tout le monde à dire vous avez une personnalité, vous avez une fragilité, vous pouvez avoir une fragilité. Vous êtes comme les autres en fait, vous êtes des êtres humains et en fait vous avez ce que ressentent tous les gens autour de vous en fait. Et donc ça c'est des choses qu'il faut traiter. Est-ce qu'aujourd'hui, Pascal, qu'aujourd'hui tu regrettes pas finalement que la fédération n'ait pas pris le problème à bras le corps ? Est-ce que tu penses que la fédération aurait dû t'imposer quelqu'un vraiment après ta blessure ? Le gars il était tellement fou, tu étais capitaine, tu te retrouves plus rien. Est-ce qu'aujourd'hui il faut faire autrement ? Ouais, on est en 2012 quand même, tu vois, ça fait déjà 12 ans, on était loin de tout ça. Malheureusement, c'était trop tabou encore. Mais c'est pas si vieux, mine de rien.
Mais non, c'est pas si vieux, et c'est là où je te dis, moi, des nouvelles générations qui est dingue, et avec des témoignages comme le tien aussi, ça a aidé à lever des tabous. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, ah bah, je suis pas tout seul, il y en a d'autres qui traversent ça, et donc tu vas essayer de t'aider toi-même. Évidemment, et en fait, là où je vois que mon histoire, elle touche, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des dédicaces de mon livre, par exemple, j'ai toujours des personnes qui sont venues me voir en aparté en me disant, en fait, votre livre, il m'a touché parce que j'ai vécu à peu près des choses similaires, en fait. Et donc, moi, c'est un témoignage que j'ai fait, c'est pas une autobiographie où j'ai parlé de ma super carrière. Non, c'était pas ça du tout. Moi, c'était justement ça, mon témoignage, c'est ma vie, quoi. Et t'as des sportifs qui sont venus te voir, sans forcément sortir de nom, mais ouais, j'ai des gars qui sont des mecs qui sont venus me voir, qui avec presque la larme à l'œil m'ont dit, mais putain, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en toi qui me ressemblait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que moi aussi j'ai eu, alors pas toujours les mêmes histoires, attention, on est tous différents, on a tous nos histoires, même vous, c'est ce qui fait être humain, c'est ce qui fait être parfois aussi fragile, parce que nos histoires elles sont différentes. Donc voilà, juste pour terminer là-dessus, c'est les jeunes aujourd'hui, moi je les engage à parler, parce que encore une fois, je les intéresse avec, entre guillemets, s'ils parlent, s'ils extériorisent ce qu'ils ont à dire, ça va les rendre plus heureux, et ça va les rendre plus heureux sur le terrain. Parce que quand tu es heureux dans la vie, bizarrement, ça se répercute sur le terrain. Et quand tu es heureux dans la vie, tu t'entraînes mieux. Et en fait, je les engage là parce qu'eux, ils sont en pleine découverte d'une carrière professionnelle, et ce qu'ils veulent, c'est en découdre et être les meilleurs possible. Donc, j'arrive avec ce levier-là de leur dire, vous savez, quand vous loupez une passe ou un plaquage, vous allez travailler la passe ou le plaquage. Et là, c'est la même chose, en fait. De parler de ce qui va et ce qui va pas, c'est du travail pour que ça aille mieux, en fait. Et c'est pas une habilité technique, mais c'est une habilité mentale. Justement, petite dernière question, parce qu'on a parlé la semaine dernière, notamment avec ce qui est en train de se passer dans le rugby, avec le pack de performance. Est-ce que tu penses pas, mine de rien, avec toutes ces affaires qui sont liées au rugby, et ça, on pourrait en parler dans d'autres sports, mais bon, c'est le sport que tu connais, que mine de rien, t'as pas mal de joueurs et qui essaient aussi un peu de noyer peut-être des problèmes mentaux et des souffrances dans l'alcool, dans la drogue, etc. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on parle beaucoup de troisième mi-temps, etc., mais on parle pas beaucoup de santé mentale qui pourrait être liée à ça au final. Mais on se trompe parce que si tu te mets carreau dès que t'as l'occasion, parce que ou que tu prends de la cocaïne dès que t'as l'occasion, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis désolé, moi je peux pas comprendre qu'on se bourre la gueule à la moindre occasion, ou que on puisse prendre de la drogue après chaque match. Non, ça je peux pas comprendre, en fait. Ça, c'est un vrai fléau aujourd'hui. Mais quand tu es en prise de ça, ou que tu bois de l'alcool à te mettre vraiment d'équerre, vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend bien. Voilà, parce que j'ai un double appel avec, c'est pour ça. Non, mais surtout que t'es en train de dire les termes, donc ça fait plaisir. Ouais. Donc en fait, si tu veux, pour moi, on se trompe de... Oui, bien sûr qu'il y a les addictions, mais les addictions, elles viennent pas comme ça. Elles sont provoquées par quelque chose. D'accord? Donc ça peut aller de la plus jeune, de très jeune à... moi, je pense qu'il faut... encore une fois, la santé mentale, elle peut intervenir dans le fléau actuel aujourd'hui de la surconsommation d'alcool et de drogue dans le sport. Parce que quand tu te drogues ou quand tu t'alcoolises, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Parce que tu n'es pas dans un état normal, et que tu t'échappes de quelque chose, en fait, d'une certaine vérité, et que ça te fait du bien. Tu vois. Mais tu vois, tu dis que dans le rugby ça a pas mal changé, mais est-ce qu'au final c'est pas un peu hypocrite qu'on fasse pas ce lien-là, en tout cas, qui a l'air quand même assez évident, quoi, tu vois? Là, je pense qu'avec ce qui s'est passé récemment dans le rugby et dans les équipes en général, parce qu'il n'y a pas il y a la Fédé, mais il y a beaucoup de clubs où il y a des problèmes d'alcool, etc., ou même de drogue. Je pense que là, aujourd'hui, tu peux travailler sur un vrai combo addiction-santé mentale. Et moi, personnellement, je militerais pour justement faire ce rapprochement-là, parce qu'encore une fois, quelqu'un qui se bourre la gueule tous les week-ends dès qu'il a l'occasion, ou même parfois en semaine, attention, il y a il y a certains joueurs qui sont capables, la veille du jour off, de se mettre une timbale, sachant qu'ils n'ont rien le lendemain et tout. Ça,
c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui est pas traité. Il y a un mal-être, alors ou une pression ou des choses que le joueur peut pas assumer tout seul, et il a besoin d'éléments de synthèse pour pouvoir être dans un bien-être qui est en fait pas virtuel mais dangereux, quoi, tu vois. En tout cas, moi, je t'encourage, vu ton expérience et vu ton parcours, je pense que ta voix pourrait être entendue, en tout cas. Je vais pas te donner des conseils, mais franchement, fonce si tu te sens là, parce que je trouve que ta parole, et ça se voit dans le chat, hein. Tu sais, on est sur Twitch, donc il y a le chat. Ouais. T'as du soutien. Hein. Ah ouais, t'as tellement de messages qui ont beaucoup de respect pour toi, beaucoup d'amour aussi, vraiment énormément de messages. Je peux pas tout lire tellement il y en a, mais il y en a beaucoup. Vraiment, ton message et ton parcours touchent, en tout cas, Pascal. Mais encore une fois, je veux pas vous monopoliser l'antenne, hein, ou je sais pas comment on dit sur Twitch, l'antenne, je sais pas. Le stream. Voilà, tu sais, je suis un vieux con déjà, hein, donc. En fait, c'est encore une fois, moi, je suis tellement content quand vous dites ça parce que je trouve que depuis que j'ai assumé et que je suis en parfaite connexion avec moi-même et que j'ai accepté mon histoire, en fait, c'est ça, hein, j'ai gagné parce que j'ai accepté mon histoire. Et ben, ce qui me rend le plus heureux, en fait, c'est d'avoir des gens qui se retrouvent quelque part dans mon histoire et qui sont capables aussi de faire un pas en avant. Et ça, putain, c'est. Ouais, de ouf. Ça vaut tous les titres du monde. Je suis d'accord. Message de Bender dans le chat, ce témoignage, et je trouve que ton témoignage, il est bien parce qu'en fait, tu mets pas l'accent sur le sportif professionnel que t'étais. Il dit ce témoignage concerne beaucoup de gens et pas que des sportifs. Et je vais te poser la question de l'athlète, et c'est cool, n'hésitez pas à chaque fois que vous avez des questions. Je pourrais pas forcément les poser toutes, mais justement, cette question était intéressante. J'aimerais savoir comment peut affecter une dépression chronique sur les performances sportives individuelles ou même collectives dans une carrière pro. Une dépression chronique ? Ouais, en quoi en fait ta santé mentale, ou t'as eu un problème sur ta santé mentale, ça a pu affecter tes performances ? En fait, vous savez quoi, en fait, je vais encore prendre la parole, hein, mais bon, en fait, aujourd'hui, j'ai une entreprise sur Paris qui marche très bien, qui s'appelle Attitude Consulting, et où on intervient en entreprise, d'accord ? Cette entreprise, elle est spécialisée dans la qualité de vie au travail. Okay. Vous avez compris ? Ouais. Donc, ça me touche, vous avez bien compris. Et aujourd'hui, quand j'interviens auprès des collaborateurs, en fait, j'image avec 3 batteries, en fait, la santé, tout court. La première batterie, c'est la santé mentale. La deuxième batterie, c'est la santé émotionnelle. Et la troisième batterie, c'est la santé physique. Okay. Et moi, mon leitmotiv, c'est de vous dire, en fait, on ne vaut que la batterie qui est la plus faible. C'est-à-dire que si vous êtes à 50 ou à 20% mentalement parce que vous n'êtes pas bien dans votre tête, physiquement, vous avez beau être à 100% en pleine forme, tout beau et machin, vous n'allez pas mettre un pied l'un devant l'autre, en fait. Voilà. Donc en fait, pour moi, c'est exactement ça. C'est ces 3 batteries, mentale, émotionnelle et physique, elles sont liées. Et en fait, si vous avez celle du mental qui est à 20%, vous pouvez avoir les 2 autres à 100%. Vous ne valez que celle qui est à moitié vide. Donc, oui, il y a une vraie connexion quand tu es dépressif. J'ai toujours dit, moi, que le sportif, et notamment le rugbyman, on est dans une déprime permanente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait un métier pas normal. Mais je parle aussi pour le sportif, pour les sportifs de haut niveau. Parce que vous imaginez, un samedi, vous allez mettre 40 points en équipe devant 80 000 personnes. On va vous monter, vous êtes les plus beaux, les plus forts, bravo, machin. La semaine d'après, vous prenez 30 points dans un stade. Enfin, en fait, vous vivez des émotions, elles sont pas normales, en fait. Ouais, bien sûr. C'est juste pas normal. Mais dans quelle vie on vit ça, en fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et tu sais, nous, je suis totalement d'accord. Ouais. De toute façon, et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, on peut plus être normal parce que, en plus, tout ça est relayé et fortifié par les réseaux sociaux. Et en fait, vous êtes quelqu'un maintenant qui appartient. Vous appartenez en fait au
monde du réseau social, quoi, tu vois. Ça a fait quoi à ce qu'on se disait, et voilà, un supporter qui était déçu, il était juste déçu, il sortait du stade et il n'y avait pas de problème. Il prenait sa vie. Il s'exprime sur les réseaux sociaux et c'est tout de suite des insultes, c'est tout de suite. Et c'est violent. Et en plus, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de filtre, quoi. Et surtout, à force de voir toujours les mêmes messages en disant t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais, tu vas commencer à croire que tu peux être mauvais de ça. C'est pour ça que je vous disais déprime permanente. Pourquoi ? Parce que vous avez les montagnes russes dans la partie émotionnelle. Ouais. Et la partie émotionnelle, c'est elle qui va guider en fait votre santé. Enfin, c'est elle qui va guider aussi votre santé mentale à un moment donné. C'est-à-dire que les émotions que vous vivez se répercutent sur votre bien-être mental, ce qui est logique. C'est-à-dire que si j'ai une sensation, si j'ai une émotion de peur, d'anxiété, il va se passer quelque chose dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est quelque chose ce qui peut se qualifier comme des pensées intrusives qui font croire, qui changent peut-être la perception de nous, en fait, d'une certaine manière ? C'est un peu ça. C'est ton émotion qui est d'un week-end sur l'autre, qui est à l'extrême. Et après, c'est la vie que tu vis tous les jours. Où en fait t'es dans la bagarre permanente, il faut gagner ta place, il faut être bon le week-end, il faut en plus performer pour aller en équipe de France, t'as pas le droit t'imagines, t'as pas le droit, il faut que tu fasses gaffe à ce que tu bouffes, tu peux pas boire d'alcool, t'as des enfants mais tu peux t'en occuper mais pas trop la nuit parce que sinon ta récupération elle est pas bonne. Vous imaginez un peu toutes les concessions qu'on doit faire, et donc à un moment donné on fait pas un métier normal entre guillemets, même si je dis pas que tous les métiers sont durs, mais là avec l'émotion qui est transformée x100 à cause de c'est vrai que c'est beau ce qu'on vit, je peux pas dire le contraire, mais c'est dangereux. Mais est-ce que t'as pas ce truc aussi de... C'est tellement beau mais c'est tellement dangereux aussi. Et il faut le maîtriser. Est-ce que t'as pas aussi ce truc où aux yeux des gens tu vis et tu fais un métier qui est censé être que du rêve, que du bon, et que... Ça, c'est la partie... ça, c'est la façade de la maison que tu es en train de me dire, mais à l'intérieur, ça bosse. Hein. Et pour certains, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, en fait, Pascal. Exactement. Et en fait, moi, tous les matins, je me levais en me disant, mais putain, mais c'est incroyable, la chance que tu as d'aller faire ce métier-là, en fait, c'est ta passion, t'imagines ? Et je me disais, mais qu'est-ce que je... Tu vois, même très jeune, je me disais, mais qu'est-ce que je ferais si j'étais pas rugbyman, en fait ? Parce que j'ai eu la chance d'être bon assez jeune, et j'ai pas eu à choisir un métier, parce que là, franchement, aujourd'hui, je sais même pas ce que je ferais encore. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis entraîneur, hein, c'est encore différent, hein, mais si demain, je devais sortir du monde du rugby, en fait, c'est super compliqué, parce que c'est l'un des plus beaux métiers du monde pour moi, bien sûr. Et donc forcément tout ça fait que ça génère des émotions, et ces émotions-là, c'est pour ça que je reviens sur les jeunes, on apprend jeune, on peut apprendre à maîtriser ces émotions-là qui derrière peuvent générer des choses, on va dire une petite faiblesse mentale à un moment donné. Donc c'est pour ça que, encore une fois, voilà, la santé mentale pour moi elle s'entraîne. Bon, Pascal, comme tu l'as dit, on pourrait en parler pendant 3 heures. Mais vraiment, vous avez trouvé le bon client là. Non, mais vraiment, c'était un plaisir. Merci vraiment. Merci beaucoup, Pascal. C'est top. Et je te le répète, il y a énormément de monde dans le chat qui réagit, et à voir les réactions dans le chat, ça prouve aussi notre sujet qu'on devrait peut-être un peu plus en parler comme tu le fais. Pascal, reviens nous voir quand tu veux. Et, gentil, merci beaucoup de force pour ta nouvelle carrière en consulting apparemment. C'est gentil. Et les ventes de livres vont augmenter là. Ça va en flèche à partir de ce soir. Merci pour l'invitation. Et comme d'habitude, que je le dis, tu me fileras bien les 10% sur les prochaines ventes. Ça marche. Merci Pascal. Salut Pascal. Allez, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Régale, non ? Ouais. Mais tu vois, sur ce qu'il disait sur les messages, etc. Régale, pas l'histoire, hein, mais je veux dire, de pouvoir parler comme ça avec lui. C'est poignant, bien sûr. Je lisais un article qui disait qu'il y avait un message négatif. Pour effacer un message négatif reçu par un sportif, etc., il en fallait 10 positifs. Donc imagine avec toute la négativité qui les entoure, etc. Mais la négativité autour de leur performance, et puis après, ça peut se coupler avec des messages misogynes, des messages racistes, et là, ça touche encore plus à ta personne. Comment tu te remets de ça derrière ? Justement. Tu penses que c'est pire ou pas pour les femmes ? Mais bien sûr pour les sportives. Bien sûr que c'est pire pour les femmes. Déjà, je fais le lien encore une fois avec la société.
quand tu es une femme aujourd'hui, tu subis de la misogynie tous les jours. Déjà, moi-même à mon petit niveau, donc je n'imagine même pas une sportive qui est exposée, dont le corps est exposé. Est-ce qu'on se rend compte, j'aimerais bien dire aussi au chat, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que de montrer son corps quand on est une femme et qu'on a grandi dans un monde où on te dit que il faut absolument faire telle taille, tu dois faire une taille 36, tu dois être toute fine, tu dois pas être trop musclée de tel endroit. Moi, j'ai un souvenir de l'arrivée un peu de Simone Biles sur le circuit, où elle arrive. Alors, elle a des traumatismes aussi, mais elle arrive avec un corps qui est différent de celui des autres gymnastes. Parce qu'elle est beaucoup plus musclée. Elle est toute petite, mais elle est beaucoup plus musclée. Elle a des jambes assez fortes. Et c'est ce qui lui permet de faire des performances exceptionnelles en termes de saut. Mais elle se fait assassinée sur les réseaux sociaux parce que elle se fait traiter de grosse Simone Biles. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Alors si en plus vous êtes une jeune femme, vous avez 16 ans, vous vous construisez dans votre vie de femme et vous prenez ça dans la tronche tous les jours, c'est difficile. C'est pire pour les femmes pour moi. Et puis, on ne parle pas du harcèlement qui va jusqu'au harcèlement sexuel aussi que tu subis en plus parce que femme et parce que tu y es beaucoup plus exposée. Qu'elle a subi, pour parler de Simone Biles. Qu'elle a subi, évidemment, l'affaire Nassar, pour ceux qui n'ont pas suivi, ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique qui a fait subir des atrocités de harcèlement et d'agression sexuelle à beaucoup de gymnastes américaines. Donc derrière, ça s'ajoute à toute la pression du haut niveau et vous prenez un traumatisme pareil dans la tronche, ce qui fait qu'à un moment chez elle, ça a craqué. Et ça craque en compétition et elle se retrouve aux Jeux Olympiques à dire j'y arrive plus. Et quand c'est rigolo, on fait le lien, mais on parlait du lien avec la performance. Elle, comment ça se traduit? Ça se traduit par ce qu'on appelle les twisties, c'est-à-dire que pendant les sauts qu'elle fait sur le sol, donc qui sont des sauts très dangereux, si tu rates ta réception, tu peux tout simplement te briser la nuque. Et elle, au moment où elle est en l'air, elle n'a plus de repères. Elle ne sait plus où elle est, donc elle ne sait plus comment caler sa réception. Et donc derrière, il y a un danger, il y a tout simplement un danger de mort. Et c'est lié, elle en a beaucoup parlé aussi derrière, avec son suivi psychologique, c'est vraiment lié à ces traumatismes dont elle n'avait pas suffisamment parlé et qu'elle n'avait pas extériorisé. Et comme disait très bien Pascal Papé, l'émotionnel, le mental et le physique, tout est lié. Et à un moment, ça craque d'une façon ou d'une autre. Elle a eu le réflexe de dire stop au bon moment. Alors qu'on l'a pris, à ce moment-là, on l'a pris pour une faiblesse. Pour une diva, on l'a traité de diva. Mais comme étant une faiblesse, alors que justement, il n'y avait rien de plus courageux que de dire stop. Quoi, à un moment si elle avait dit stop trop tard, en fait, elle n'aurait probablement pas pu dire stop parce qu'elle serait à l'hôpital ou pire. Dingue. Bon, on avance, on accueille Sou comme d'habitude entre chaque thème pour nous donner quelques bonnes cotes liées au thème dont on vient de parler. Bon, Sou. Bonjour tout le monde. Salut. Ça va? Hello. T'as failli nous passer une petite dinguerie la semaine dernière, toi, non? Ouais, dinguerie, j'ai perdu sur le match Paris-Kaunas. Je sens que t'as un peu le seum encore. Paris-Kaunas, moins de 84 points et 84 points au buzzer. Donc c'était une grosse cote 3,60 la semaine dernière, donc ouais, dégoûté. Dinguerie. T'as choisi quoi ce coup-ci pour ton my match? Alors j'ai choisi Colombie-Équateur. Ok. Match des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Ouais. Qui va se jouer mercredi à minuit. Et donc mercredi minuit, c'est quoi? C'est une nuit de mardi à mercredi? C'est ça. Je sais jamais, je suis tout le temps perdu. Ouais, c'est ça, entre le 3e et le 5e. Okay. Donc, grosse affiche. Ouais. Grosse affiche. Pourquoi tu as choisi ce match en particulier? Toi, tu vas toujours nous chercher des matchs. Il y a tout le temps des raisons, c'est ça le truc. Il y a tout le temps une raison. Un bureau bolivique. Allez, je te jure. T'as pris quoi la semaine dernière? Gibraltar, quoi? Gibraltar-Saint-Marin. Ouais. Non, Saint-Marin. Voilà. Saint-Marin et Gibraltar. Ouais. C'est beau. Il est passé en plus. Il est passé, mais c'est pour ça que je dis. Deux pénaltys, match nul, magnifique. Du coup, pourquoi tu nous choisis celui-ci ce coup-ci? Alors, c'est un match lisible. Parce que l'Équateur, c'est à l'extérieur des qualifications. Enfin, les matchs qui font aller en qualification. Hermétique, pas de but encaissé, très solide. Okay. La Colombie, intraitable à domicile. Ils n'ont pas perdu depuis 2022. Ok. Ah ouais, autant. Regarde, j'ai le bracelet. Moi aussi, je l'ai. C'est incroyable. Tu vois? On est obligé de mettre une les gars, quoi. Ils sont là. Il y a un lien déjà. Très bien. Du coup, tu mets quoi sur ce my match? Alors, donc comme je viens de vous expliquer, Colombie, pour moi, 1,60, ça, c'est logique. Il n'y a pas de surprise, je les vois gagner. Ils ont battu le Brésil, ils ont battu l'Argentine, donc je vois pas d'objection. Ok. Moins de 3,5 buts. L'Équateur à l'extérieur, c'est
2 buts encaissés, 3 buts marqués, ça va bétonner, c'est pas top. La Colombie, ils sortent d'une défaite en Uruguay à la 90e minute, donc je les vois pas attaquer à 27 000. Ça va être un match où il y aura 54 cartons jaunes, comme d'habitude, la guerre. Le football sud-américain. Le petit bonbon, pour moi, c'est comme je vois la Colombie gagner, une double chance buteur entre John Duran et Luis Diaz, donc les 2 pépites de la première ligue. Donc Falcao ne joue plus du coup. T'as arrêté à ça, moi. Il est un peu Merci Sou. Donc 10 € pour 28. Ok. Correct. C'est solide en vrai. C'est pas mal. C'est solide. J'aime bien. Ça me parle, frérot. Ça me parle. Bien. On te revoit tout à l'heure ? Ouais, tout à l'heure. Vas-y, à tout de suite. Ciao. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur YouTube, sur Instagram. C'était la semaine dernière, je crois. C'était Views qui a lâché cette info, cette cote-là, j'allais dire. Non, c'est pas une cote, mais grosse cote en tout cas. Vous le voyez à l'écran, les audiences de YouTube qui dépassent pour la première fois dans le monde celles des chaînes de télé. Et moi j'étais très surpris. J'ai même pas cru. Pas du tout surprise. On parle pas attends, général, on parle pas que du sport. Mais justement, moi je trouvais qu'on pouvait faire un peu et prendre un peu de recul, surtout vu ce qui est en train de se passer. Bon, je rappelle, avec le ping, nous on a décidé de le diffuser gratuitement, etc. Se projeter et se demander est-ce que le gratuit. On va rentrer un peu dans les détails. Est-ce que le gratuit sur les différentes plateformes, donc Twitch, YouTube, les nouvelles qui vont apparaître, etc., est-ce que c'est l'avenir du sport ? Je vous pose la question, je commence par toi, Clément. Moi, je pense que ça peut le sauver sur les sports secondaires. À mon avis, les médias traditionnels vont garder le football, l'équipe de France de foot, le rugby, ce qu'on a pu voir notamment. C'était pas hyper élevé, mais ça fait quand même des scores sur un France-Nouvelle-Zélande, sur un Italie-France, etc. Finale de Coupe du Monde 2018, ça a été un carton, plus de 20 millions de téléspectateurs. Donc, sur les sports bien installés dans les médias traditionnels, ça va le faire. Maintenant, sur les sports qui ont un peu moins de visibilité, je trouve que c'est une énorme chance en fait. Il faut s'y engouffrer, il faut profiter de l'argent des GAFA qui cartonnent et qui mettent le paquet aujourd'hui pour aller chercher des droits à droite à gauche pour justement se créer un espèce de petit pactole là et puis être visible pour tous. Donc c'est une bonne solution, mais pour les sports secondaires. Apo ? Moi, je pense que c'est une bonne solution pour tout le monde et je ne fais pas de restrictions. Je pense que ça passera par là parce que le sport est aujourd'hui tellement en concurrence avec autre chose, c'est-à-dire avec des films, avec des séries. C'est devenu un divertissement comme un autre. Avec l'e-sport aussi ? Exactement. Donc, il faut vraiment que tu gagnes en visibilité. Par contre, après, il va falloir aller chercher de l'argent ailleurs. Je pense qu'on va rentrer un peu plus dans les détails, mais c'est parce que tu vas le rendre plus visible que tu vas recréer une sorte d'addiction chez les gens au sport et qui vont aller consommer autre chose et te rapporter de l'argent d'une différente manière. Mais ça ne passera que par le gratuit et par les nouvelles plateformes. Alex ? Je suis d'accord, en fait la gratuité amène aussi le renouvellement et le renouvellement aussi d'esprit de la manière dont tu vois le sport, comment il peut évoluer. Parce que tu as un nouveau public qui arrive, parce que c'est gratuit et aujourd'hui plus les jeunes, quand tu regardes par exemple, ils achètent certainement, ils vont moins regarder la télé parce que ça a un coût aujourd'hui d'avoir la télé. Ils achètent moins de télé, moi j'ai regardé l'année dernière en baisse de au moins 4% les ventes de télé et c'est tous les ans ça baisse. Et ça rejoint là où je voulais en venir, dans le sens où si vous regardez par exemple les jeunes, aujourd'hui les étudiants ils sont beaucoup dans la précarité. Qui dit précarité, tu vas pas aller t'acheter une télé. Tu as certainement un ordi, un vieil ordi par exemple. Tu regardes où la télé ? Sur l'ordinateur, et sur l'ordinateur tu as du YouTube, tu as du Twitch, tu as également du Kick, tu as d'autres plateformes justement de streaming ou de visibilité par rapport à ce qui peut se créer par rapport au sport. Cette nouvelle génération, elle a besoin aussi on a besoin d'attirer cette nouvelle génération et par cette nouvelle génération tu crées forcément une nouvelle façon de regarder ton sport et comme on peut le regarder dans plein de sports, il y a cette façon il y a cette nouvelle génération qui arrive, comment on va pouvoir les garder ? C'est bien les attirer, mais les garder par la gratuité, c'est une manière aussi de faire renouveler ton sport. Et c'est pour ça que la gratuité est nécessaire aujourd'hui dans le sport pour avoir un renouvellement sur l'avenir de ton sport. Et peu importe le sport, que ce soit le football, le tennis. Je prends l'exemple du tennis. Le tennis, il y a les grands chelems et ainsi de suite. Mais il y a une nouvelle version du tennis qui est arrivée avec l'UTS, qui a été créée par Patrick Mouratoglou, qui est un tennis qui ne dénature pas le tennis en tant que tel au niveau des règles, mais qui est nettement plus intéressant pour la nouvelle génération. C'est diffusé
sur l'équipe, il me semble. L'équipe même TV, totalement gratos, hein. Même sur la plateforme UTS, il y est, de toute façon. C'est en même temps sur les deux. Ouais, clairement. Mais tu vois, c'est intéressant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est moi, je commence à prendre de l'âge. Je sais, ça se voit pas, merci. C'est le Botox. Non, mais moi, quand j'étais plus jeune, plus petite, le réflexe, le soir, c'était d'allumer la télévision. Il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre, entre guillemets. Si, tu pouvais faire des jeux de société, mais c'est tout. Aujourd'hui, tu as tellement d'écrans, tu as tellement de possibilités qui s'offrent à toi que allumer la télé pour regarder du sport, ok, mais tu peux peut-être mettre YouTube en même temps parfois. Tu peux mettre une série en même temps. Les deux. Et puis finalement, la série, elle va remplacer le sport que tu consommais avant. Donc il va falloir aller chercher les jeunes générations aussi où elles sont. Faut arrêter. Certains se pincent le nez parce que on veut surtout pas aller sur ces nouvelles plateformes parce que la télé c'est tellement mieux. D'accord, ok. Mais ça veut dire que dans 10 ans, 20 ans, vous avez plus de téléspectateurs parce que finalement les jeunes ils vont jamais venir vous rattraper sur la télé traditionnelle. Ouais, puis t'es dans un zapping constant en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'arrive plus à se concentrer sur 90 minutes d'un match de foot. Donc en fait à force de tout changer, ça tu peux pas garder cette politique là avec la télévision actuelle ou en prenant des chaînes payantes. Tu es obligé d'aller voir vers le zapping de telle ou telle compétition. Et après, par contre, ce qu'il faut aussi mettre en œuvre et mettre sur le devant de la scène, c'est que ça suffit pas. C'est-à-dire qu'au-delà de mettre les sports sur des chaînes gratuites, il faut les transformer en fait. Parce qu'aujourd'hui, t'as plus le sport consommé comme on le consommait il y a 10 ans. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de valeurs qui vont dans ce sens-là, énormément de propositions. Il y a Michel Platini qui a proposé de passer le football de 10 à 11. Arsène Wenger aussi qui a proposé le hors-jeu. C'était la Coupe du Monde tous les 2 ans, encore autre chose. Il y a l'International Board aujourd'hui qui est en train de plancher sur une mi-temps de 30 au lieu de 45 minutes pour beaucoup plus d'attractivité. Et ça se fait déjà dans certains sports. Là, il y a World Aquatics pour le water polo qui a tout changé là le 5 novembre. C'est pas évoquer la water polo. Et tu vois. Il y a plein de sports qui vont arriver. Tu te dis c'est bien, ils ont plein d'idées un peu partout. On l'a vu avec le tennis, on l'a vu avec plein de sports, mais le water polo, ils ont clairement tout changé. C'est-à-dire que déjà les temps de possession, on passe de 30 secondes à 20 secondes, donc beaucoup plus d'aller et venue pour chaque possession. Les exclusions passent de 20 secondes à 10 secondes et le terrain aussi rétrécit. Il passe de 50 à 45 mètres, je crois. Et en fait, ils ont décidé de faire tout ça pour qu'il y ait encore plus de spectacles et que ce soit encore plus attractif. Et je pense que tous les sports vont se diriger vers ça. Regarde le judo, l'épreuve par équipe, elle a été inventée aussi parce qu'il fallait recréer quelque chose de nouveau qui plaise au plus large possible. Mais qu'est-ce qui a fait exploser ça? C'est les scénarios que tu racontes derrière, c'est les histoires. Pourquoi ça a cartonné au judo pendant c'est la roulette de Teddy Riner. C'est ça qui a tout changé. Donc il faut le produit aussi. C'est ça que je disais. La roulette rend le truc télégénique. Il faut un produit à côté. Dans le chat, rapidement, Alex, après je te redonne la parole après, parce que vous faites partie, vous êtes le 5e membre de l'émission chat. Pas mal de gens qui me disent j'ai même plus de télé, ça nous dit dans le chat. L'accessibilité aussi qui nous dit, c'était Tom je crois qui disait le fait de pouvoir regarder un sport, que ça soit dans ton lit, au chiottes, il disait même, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, un truc tout tu bête. vas pas prendre ta télé au chiottes. C'est hyper mobile. Hein. Un truc tout bête, je me souviens d'un souvenir, et j'étais même venu dans le chat sur RMC Sport, c'était, je crois que c'était du basket en fauteuil, ou du handball en fauteuil, je ne sais plus. Rugby fauteuil, sport que j'avais jamais vu. Je tombe sur ça, je me passionne sur ça, et je tweete sur ça. En plus, ça t'avait surpris à ce moment-là. Mais je vois ça, je me dis, mais c'était vraiment trop dingue. Le scénario était fou. Et puis même pour rebondir sur ce que tu dis par rapport aux sports qui se réinventent, même des sports élitistes comme le MotoGP ou la Formule 1, depuis 2 ans maintenant, le MotoGP, c'est week-end de course sprint. Ils ont totalement réinventé, mais c'est tout le temps des week-ends de course sprint avec 2 courses. Tout pour le spectacle. Tout pour le spectacle. Ils ont dit ouvertement ça. En Formule 1, on est à 6 ou 7 week-ends de course sprint sur l'ensemble d'une saison, sur 24 Grands Prix. Alors c'est peu. Mais en fait, c'est qu'on va choquer l'élitisme, mais on va choquer le téléspectateur qui date depuis toujours, le fan depuis toujours, pour faire plaisir, et surtout, au-delà de même de faire plaisir, mais pour avoir une nouvelle génération qui arrive et les faire rester. Parce que les faire rester, c'est extrêmement important pour la viabilité de ton sport sur le futur. Alors moi, je vais juste me faire l'avocate de la télé traditionnelle aussi quand même, parce que faut quand même juste mesurer ce que ça veut dire la télé aujourd'hui. C'est des audiences qui sont encore records. Hein. La finale de Coupe du Monde 2022, c'est 24 millions de téléspectateurs en France. Donc il y a quand même un poids très très fort. Et puis la télé, elle est quand même largement installée dans les foyers des Français. Elle touche moins les nouvelles générations, mais elle est quand même très installée et c'est quand même un réflexe. Donc pour moi, il faut pas elle resserre les liens aussi, elle lutte contre l'isolement.
je pense. Bah oui, mais en tout cas pour moi il faut pas forcément opposer frontalement les deux. C'est-à-dire que je pense que chacun peut trouver quelque chose dans l'autre. La télé traditionnelle peut aussi s'ouvrir à Twitch et à YouTube, peut-être en proposant des contenus additionnels sur ces plateformes-là, tout en gardant sa diffusion en télé. Je veux dire, on n'est pas forcément obligé d'être en concurrence, on peut collaborer. De toute façon, c'est un nouveau modèle qu'il faut réinventer, mais ça ne veut pas dire forcément supprimer tout de suite. Oui, tout mettre à la poubelle. Exactement. C'est pour ça que je suis un peu partagé, parce que tu parles de la finale de la Coupe du Monde. Ouais. Y a je pense, à mon sens, il y a des événements sportifs qui ne bougeront jamais de la télévision, comme justement une finale de Coupe du Monde. Ouais, mais en parallèle, il y a d'autres événements qui vont en pâtir parce qu'ils vont perdre en notoriété ou en intérêt, et que par exemple un match longue date de Ligue des Champions, où avant ça faisait des top scores d'une certaine manière, bah aujourd'hui ça va faire beaucoup moins de scores, et même d'une certaine manière un match de l'équipe de France aujourd'hui, on voit dernièrement le peu d'intérêt qu'il y a pour l'équipe de France de football. Bah, j'ai envie de dire, il y a 10 ans ou même 15 ans, tout le monde était devant la télé pour regarder l'équipe de France. Aujourd'hui, il y a ce fait est qu'il y a un manque de notoriété par le football ou même pour des sports qui sont très importants, et qu'en parallèle, bah, ces gens-là vont plus se destiner à aller voir du sport gratuitement sur YouTube ou sur Twitch par exemple. Commentaire très intéressant aussi, élément qu'on n'a pas encore évoqué. Twitch a aussi un très gros point fort, c'est interactif, et il y a l'effet communauté aussi. Oui, moi je le vois sur le chat et je le vois sur le ping. Pour un sport comme le ping, j'en parle parce que je sais de quoi je parle. Ouais. Le fait d'avoir des gens qui débarquent et qui sont en mesure de poser des questions dans un chat, d'avoir des réponses, de partager, tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'au final la télé c'est pas juste je me pose seul chez moi et je suis, enfin, il y a ce sentiment de solitude. J'ai toujours dit, moi ça fait un petit moment que je travaille dans le web, donc j'ai beaucoup bataillé contre les médias type télé, radio, pour faire comprendre que le web prenait de la place et pouvait faire plein de choses. Le problème de la télé, c'est que c'est vraiment extrêmement figé. Ouais. Dans le format, tu vas avoir des pubs qui sont calées à tel moment, c'est tel générique, c'est telle personne qui prend telle parole, et il y a une caméra qui est fixée, etc. Quand tu es sur Twitch, tu as beaucoup plus de liberté, donc évidemment que ça te permet aussi derrière une interactivité, et ça permet de faire tomber des barrières, c'est beaucoup moins intimidant. Quelqu'un qui connaît pas un sport et qui va débarquer sur Twitch, il connaît pas le tennis de table, il connaît même pas les règles, il sait pas en combien de sets ça se joue, etc. Il va poser la question et il y a personne qui va l'envoyer balader, il y a quelqu'un qui va lui répondre même. Même le fait de vibrer ensemble, tu vois. Bien sûr. Moi je le vois quand il y a un gros point, tu sais, tu fais partie du truc, tu mets ton message dans le chat, ton show, ton ouais, côté communautaire, on partage une expérience ensemble. Moi je sens que tu te sens vibrer aussi avec d'autres personnes. Créé avec le MMA aussi, hein, oui, le sport de combat, ils ont clairement créé une communauté à part. Hein. Clairement. Mais tu vois, on parle de la diffusion, mais il y a aussi les dérivés de cette diffusion-là. C'est parce que aussi on partage des extraits sur les réseaux sociaux, parce que on partage des résumés sur différents sites web. Il faut un storytelling à côté. Oui, en fait, ça te permet de raconter une histoire au global sur toutes les plateformes, et ça répond aux besoins que la nouvelle génération a de plus en plus, c'est de personnaliser son utilisation des médias et sa consommation du sport. Mais du coup, vous pensez qu'il y a... quand je veux. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Même le fait, rapidement pour terminer avec ça, le fait que si tu ne veux plus avoir de pub, tu payes ton abonnement, tu n'as plus de pub sur la chaîne, c'est un luxe. C'est ton choix, et c'est ton choix à toi. Exactement, parce que il y a des générations qui pètent des câbles. Moi j'étais hier, je regardais le match entre l'Italie et la France, j'étais avec des personnes que je connaissais pas très bien, mais qui avaient entre 50 et 60 ans. Ils ont découvert qu'il y avait une pub après les hymnes, avant le début du match. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas du mal faire. Entre le sifflet final et l'après-match, il y a une pub monstrueuse, je ne sais même pas qu'il y a d'après-match. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas des sports, bon, forcément le foot, bien que le foot, on le voit avec la Serie A, etc., qui a galéré à trouver des droits, la nationale qui diffusait nulle part pour l'instant. C'était une info RMC Sport, je rends hommage aux collègues. DAZN, donc diffuseur de la Ligue 1, DAZN, on estime à 400 000 abonnés. C'est rien. Pas de téléspectateurs par match, abonnés. C'était 1,4 million Amazon. Les gens qui sont capables de regarder la Ligue 1. Donc vous vous rendez compte un petit peu de la chute drastique. Et du coup, il n'y a pas des sports qui sont pour vous un peu en danger là, à vouloir peut-être plutôt prendre un gros chèque à la fin. Est-ce qu'au final, la question c'est donc deux questions en une, quel sport serait potentiellement en danger pour vous, et est-ce qu'au final il vaudrait peut-être pas mieux ne pas prendre de gros chèques au début d'un DAZN ou peu importe, pour prendre l'exemple du foot, mais au final avoir plus de visibilité pour certains sports. C'était le modèle qui s'offrait en face de l'offre DAZN à la Ligue 1 et à un moment ils n'ont pas voulu y aller, c'est-à-dire qu'ils auraient pu très bien se dire on va un peu ce NBIZ, c'est dur à dire. Je me suis embarquée là-dedans. On va reprendre nos droits, on va lancer notre plateforme et on va faire ce qu'on voudra pour répondre au maximum aux besoins des gens, ce qui va nous permettre de rebondir. Ils ont de la flexibilité aussi. Voilà. Beaucoup de flexibilité. Ils n'ont pas osé. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient quand même besoin d'un petit chèque qui tombe. Or là, le chèque, tu ne l'aurais pas eu tout de suite.
il aurait fallu démarcher, aller chercher de la publicité ailleurs sur d'autres formats, et puis vraiment avoir une expertise pour partager des extraits sur les réseaux sociaux, pour diffuser au bon moment. Donc ils n'ont pas osé y aller, mais sauf que en fait, le chèque, il est ridicule de DAZN. En plus, les gens se désintéressent parce qu'ils ne veulent pas payer 20 ou 30 balles par mois pour regarder la Ligue 1. Ouais. Donc t'as tout perdu. T'as pas les revenus que tu avais auparavant avec les droits télé. Et en plus, tu perds en exposition. Donc là, je vois pas où est le côté gagnant de l'histoire. Et en fait, t'as pas mal de sports qui racontent rien. C'est le problème, c'est ce que tu dis, c'est on met le chèque sur la table, il n'y a pas de storytelling, derrière tu diffuses tes matchs, mais tu racontes pas d'histoire. Et moi, je trouve que le basket, pour le coup, est en vrai danger, parce qu'aujourd'hui, il est de moins en moins regardé. Les gens ne savent même plus, avec le naming, ça s'appelle JP Elite, Betclic Elite, Pro A, ils sont complètement perdus. Et puis, il n'y a pas de doc à côté, quoi. Squeak a essayé de monter l'affaire, ça a tenu 2 ans. Là, ils ont encore les droits de l'Euroleague et l'Eurocup, mais il y a très peu de visibilité, et ça a été racheté derrière par DAZN, et personne ne va sur DAZN. Donc, il faut raconter des histoires. Et je pense que toi qui suis la F1, quand Drive to Survive est sorti sur Netflix, moi ça m'a créé une vie, ça m'a créé une carrière. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça que je suis là. Ça s'est élargi, ça s'est féminisé aussi. Ils ont rapporté un public de dingue en racontant une histoire. Mais tu t'attaches. Tu t'attaches au personnage. Enfin, moi, je sais pas quels étaient vos héros d'enfance en termes de sportifs, mais moi, les sportifs préférés que j'avais, c'est souvent ceux où il y avait une faille, il y avait quelque chose en plus. Par rapport à la performance, elle ne suffit pas. Donc le match en lui-même, c'est bien, mais c'est très froid. Tu as besoin de t'identifier. Tu parlais de communauté. Il y a besoin d'une proximité. Après, il faut aller chercher l'argent, quoi. C'est-à-dire que si tu es sur des... Et pour terminer, pour conclure sur ça, comment aussi tu veux préparer ça quand t'as... Combien ils ont eu DAZN pour préparer? 1 mois? Même pas? Ouais, 1 mois à peu près. 2 semaines? Ouais, moins d'1 mois. Ouais. Comment tu veux préparer un storytelling quand tu as aussi peu de temps pour... Bien sûr. Non, mais après, ça peut se faire tout au long de la saison. Tu n'es pas obligé de faire des histoires, des reportages sur les 2-3 premières journées. Et les clubs peuvent aussi s'ouvrir. Tu sais, donner accès aux vestiaires et tout. Regarde ce que fait RMC Sport avec les frères Lebrun. On a quand même beaucoup accès aux pongistes français qui nous racontent un petit peu leur histoire, comment ils en sont arrivés là. Et ça crée vraiment un attachement avec le public. En foot, même en rugby, t'as quand même pas beaucoup ça, et donc ça te paraît être un divertissement lambda comme tu regarderais une série. Surtout vu la situation du football français, ne pas ouvrir aujourd'hui ses clubs pour des interviews, pour des insights d'une certaine manière, c'est une totale stupidité parce que là t'es en train de tuer ton propre business. Je suis bien d'accord. Allez, on accueille Sou qui a une petite cote le retour de pour nous. Ça va toujours? Bah, je sens que t'as toujours le seum pour ta cote de la semaine dernière. Ouais. Je crois que là, il y a un Gibraltar, Royaume. Non. Qui va arriver là. Des îles Vierges. Royaume-Uni, carrément des équipes qui n'existent pas. Une émission, un pays différent. Ouais, mais non, on va partir sur du basket là. Sur du basket? Ouais, sur de la NBA. Ça te réussit en plus. Ouais. Écoute, la NBA, c'est ce qu'on peut plus le voir correctement en France en termes de basket. T'as choisi quoi comme match? J'ai choisi le match Boston Celtics contre Cleveland Cavaliers. Alors, c'est quand? C'est mercredi à 1h du matin. C'est le champion en titre qui affronte donc l'équipe invaincue. Affiche incroyable. 15 victoires d'affilée, Cleveland. Oui. Winamax met quand même Boston à 1,49. Donc les voit largement favoris. Alors que c'est un match totalement incertain. Boston en ce moment, c'est pas ça à domicile. Ils n'y arrivent pas, ils gagnent en prolongation, ils perdent. Bon, ça fait 2 matchs. Ils ont fait 4 matchs à domicile, 2 matchs en prolongation et 2 défaites. Et par contre, Cleveland, 15 victoires d'affilée, ils peuvent battre un record, être les seuls à être à 16 victoires d'affilée pour attraper Golden State qui en a 24. Donc si je comprends bien, tu vas partir sur notre petit Cleveland vainqueur, quoi. Un match 50-50, là je vois une grosse opportunité. À 2,40, franchement. T'es mal le sourire qui imagine, ça passe pas là. Après, c'est le risque. Première égalité de l'histoire de l'NBA. C'est un pari risqué à 2,40. Donc après, je vois vraiment, c'est vraiment un match très incertain. Donc 2,40 pour moi, c'est une belle cote. Tu mets combien? Petit 10 balles? Ouais, un petit 10 balles pour 24, c'est très bien. Ça marche, parfait. Bon, merci. Là, il y a moins bien. Ça paye on te retrouve, ouais, exactement. On te retrouve une dernière fois tout à l'heure? À tout à l'heure. À tout de suite. Ça paye pas un abonnement Ligue 1 par contre. Non, c'est vrai, il en faut encore un peu plus là, malheureusement. Il faut des grosses cotes pour pouvoir se payer des abonnements en Ligue 1 en ce moment. T'aurais pu, mais. Tu cumules la Colombie et la victoire de. Imagine, un abonnement Ligue 1, c'est un petit déjeuner au Ritz. Ah oui, mais. Tu connais les petits déjeuners au Ritz? Tu nous invites la prochaine fois. Attendez. Allez, c'est dealé à part. Bon, c'est le moment où on va pas être d'accord. On va se taper dessus. Mon moment préféré. Octogone. Les top 5.
Cette semaine, on est parti sur les top 5 des sports à supprimer au JO. Je t'ai juste à dire 5 sports à supprimer au JO. Je me suis cassé la tête, je me suis dit, il y a des sports qui méritent pas non plus de partir d'une certaine manière, quoi. Ah ouais, moi j'ai aucune pitié. Oh là, pitié. Je suis pas étonné de toi. On voit les journalistes et les créateurs de contenu. Tous les deux, moi j'allais me faire inviter au golf, moi. Attendez. Moi aussi, c'était bien en plus le golf, c'était bien. On commence par toi, Alex. Allez, il y a le golf dedans. Allez. Alex, toi t'as mis. N'hésitez pas non plus au chat. Faites comme d'habitude, chat. Vous mettez numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Vous mettez votre. Basket. Foot, basket, pas au JO. Vos sports à supprimer. Alors moi j'ai mis. Judo pas à supprimer, mais à réformer, nous dit-on. Alors t'as mis quoi, Alex? J'ai mis baseball, softball. Alors le baseball, softball, jusqu'ici je te suis. On en a pas parlé avant dans les sujets sur les droits TV et ainsi de suite, mais le baseball, je crois que ça dure 5, c'est pas des épreuves qui durent. C'est long. C'est long. Puis alors c'est pas calibré, c'est vrai que nous on n'est pas habitués quoi. Je crois que c'est un des seuls sports où tu peux encore plus faire la sieste que sur le cyclisme. Et en plus moi j'ai des amis qui sont allés voir du baseball qui sont allés voir de la MLB Moi j'adore ça mais qui sont allés voir du baseball aux US, ils m'ont dit en fait on s'est baladé dans le stade parce qu'au bout d'un moment c'était vraiment trop long quoi. Donc vraiment c'est la culture américaine où tu sais tu vas dans une enceinte sportive et en fait c'est surtout pour échanger. NBA t'arrives au 3e carton quoi. J'ai souvenir d'un match de NBA, je suis allée voir un match de NBA et tu t'arrives et en fait j'avais des gens qui étaient dos au parquet et qui discutaient pendant 3 cartons. Non mais là baseball c'est surtout que tu connais les médailles olympiques en fait. États-Unis, Japon, Corée. Voilà. Il y a le softball, c'est un peu pareil que le baseball, mais ça dégage aussi, faut pas déconner. Le golf, j'adore le golf. Il y a pas de souci là-dessus. J'aime pas le golf. Mais au JO, je sais pas, ça fait pas sport olympique. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ça fait pas sport olympique du tout. J'ai vécu la dernière journée de Victor Pérez, j'étais à Saint-Quentin. C'était génial. Je suis d'accord, je suis pas contre l'ambiance. C'est juste. Non, mais c'est un avis, j'aime pas. Voilà. Ça me dérange pas. Le sport, le golf au JO, ça me dérange pas. Tu vois, donc il n'y a pas un côté un peu haineux que je peux avoir dans mon top 5. Tellement de dédain dans son. Ça me dérange pas. Non, mais ça change en plus des compétitions. Si la plèbe veut voir ça, qu'ils y aillent. La plèbe, c'est quand même un sport de riche pour moi. Mais ça change du tour américain et de la compétition en Arabie Saoudite, tu vois. Alors, par contre, le 4, on va pas être d'accord. Le 4, je vais expliquer pourquoi. Le 4, l'escalade, on va pas du tout être d'accord. J'aime tellement les meilleurs sports au JO. J'aime énormément le sport, j'aime beaucoup l'escalade, mais. Quand j'ai regardé l'escalade de JO, j'étais en train de me dire, ça dure 5 secondes. Ça dure 5 secondes. C'est lourd. Et t'as toujours le record du monde. On parlait des gens qui n'aimaient pas rester 90 minutes devant un événement. C'est bon. C'est rapide. 5 secondes. Bon, ok. Alors après, t'as plusieurs épreuves. Oui, ça. T'as le bloc aussi. Voilà, il y a des épreuves où j'ai pas eu. Enfin, c'est celle qui, du moins, par rapport aux nouvelles épreuves qui sont arrivées, où je me dis, j'ai pas eu d'émotion dessus. Donc, c'est un avis perso sur ça. Je me dis. C'est vrai qu'il y a peu d'émotion quand même. Voilà. Je te rejoins. Ah ouais, moi, je m'emballe. Moi, j'avais mon palpitant qui était comme ça. C'est hyper impressionnant. Mais j'ai pas eu d'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai regardé? Et le dernier, question d'émotion aussi, c'est le tir, les épreuves de tir. Alors ça, on est ensemble. Oh non, je vais pas dire ça. Je veux pas spoiler. En plus, il y a même plus de balles. C'est genre. Il y a rien. C'est juste à des micro-millimètres. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas eu d'émotion sur ça. Alors moi, c'est. T'as pas versé ta larme sur Camille Gédreschi, médaillé d'argent quoi. Oh non. Moi, c'est. À la différence, tu vois, du tir à l'arc. À la différence du tir à l'arc où je me dis, ouais, là, il y a une épreuve de fou. Moi, j'ai mis le tir en 1 des sports. Bah vas-y, on passe à ton classement. Donc j'ai mis le tir. Alors pour une raison particulière. Il n'y a même plus le. Tu vois, il n'y a plus ça. Alors c'est même pas ça, c'est que vraiment moi il y a un côté très politique et philosophique. Moi je suis désolée, mais voir quelqu'un qui brandit une arme, ça me pose problème. Et ça me pose problème en biathlon aussi, où je suis anti-chasse aussi dans la vie. Donc après, c'est un sport biathlon, ça me dérange. Mais symboliquement, je vois l'idée. T'as une cible, c'est très visuel finalement. Ça dépend. T'as le pistolet, la carabine et le ski. Mais moi, dans un monde où il y a tant de morts par arme à feu, tu vois, il y a tant de morts par arme à feu par jour en France, dans le monde. Avoir quelqu'un qui fait ça pendant toute une épreuve, ça me pose un gros problème. Donc Du coup, tu fais pas le signe de Joule. Pour d'autres raisons, mais qui sont plutôt musicales. Mais donc le tir, pour moi, c'est non. Symboliquement, c'est non. Ok. Après, j'ai mis l'haltérophilie. On est ensemble. On est ensemble. Donc l'haltérophilie, je crois. Il y en a qui parlent du breakdance, mais c'est bon, il sera plus là pour les prochains jeux. Ne t'inquiètez pas. Moi, j'ai bien aimé le breakdance. Ah non, fini la parodie. Mais l'haltérophilie, pour plusieurs raisons. Déjà, le sport original. Je crois que dans le sport, j'ai quand même besoin d'une dimension
un peu mentale, c'est-à-dire je vais construire quelque chose dans mon épreuve, je vais travailler sur une portion de course et je le vois pas là, c'est que t'arrives, tu soulèves et tu repars, c'est comme ça que je le vois. Vous avez le droit de m'insulter dans le chat en me disant mais ça se travaille tous les jours en salle de muscu, je suis d'accord et c'est très impressionnant. Mais il y a un autre problème aussi, c'est le dopage. Est-ce qu'ils sont tous dopés en haltérophilie? Haltérophilie, car tous dopés. Ah bah ouais, j'ai un peu de mal à faire des généralités comme ça sur les sports, mais c'est vrai que c'est un peu dur. C'est quand même délirant. Puis en plus, sur le principe, quand on te demande de soulever 250 kilos, bon bah ton corps, il y a quand même une certaine limite sur ce point. Et il y a des blessures. Oh là là, c'est horrible. Il y a les bras retournés et tout, c'est immonde. Les bras qui se cassent en deux et tout, c'est. Donc je t'ai rejoint aussi sur le baseball, j'ai mis en 3. Non, mais je pense qu'on va tous être d'accord sur le baseball. Je ne souhaite pas voir ça au JO pour les raisons de durée, tout simplement. Moi j'ai mis le surf en 4. On est tellement d'accord. Quoi? Ah ouais. Non, vous êtes fous. Alors, franchement, le surf, j'ai un traumatisme surf puisque. Parlons de sieste. Non, mais parlons Tokyo 2021. Ah ouais, catastrophe. Pas de vagues. La façon dont c'est filmé et tout. Pas de vagues et des sessions de 3-4 heures. Il y a une caméra qui fait comme ça. On peut même parler de Paris 2024, Tahiti, tout ça. Il n'y a pas de problème. En fait, le problème, c'est que tu retiens Kaoli Vast et le tube qu'il a réussi à passer pour être champion olympique. Mais c'est un tube qui dure 12 secondes. Mais il n'y a que le tube que tu comprends, parce que tout le reste, tu captes rien. Alors après, je suis d'accord que le système des points mériterait d'être un peu plus vulgarisé. Sur la natation, mais déjà, c'est long. C'est long les gars, moi j'ai pas le temps, c'est-à-dire que je préfère aller voir le tir à l'arc qui a lieu pendant ce temps-là ou aller voir le judo. Et je ne juge absolument pas le sport en disant ça. Oui, on dit pas ça. Non mais ils sont trop forts et c'est magnifique, il y a pas de problème. Mais dans le format Jeux Olympiques où t'as tellement de sports à consommer, c'est trop long. Je pense qu'il y a personne vraiment qui s'est dit 2h du matin. Il y a le surf. Et là, ça va. Ah oui, il a marqué les points parce que. Par contre, t'es content de juste de voir l'image de il est champion olympique parce qu'il a passé un tube. Mais tu t'es pas farci 3 heures. Voilà, tu t'es pas farci 3 heures. C'est ça, en plus. À 7h du matin, il y a l'escrime, pas déconner. Tu te levais à 7h et tu faisais il a gagné. En 5, j'ai mis crève-cœur parce que j'adore ce sport, mais c'est la boxe. Ah, c'est parce que c'est la bagarre. Non. Comme le tir. Ah non? Mais pourquoi tu as mis boxe? J'ai mis la boxe parce qu'il y a un gros problème de gouvernance de la boxe. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais la Fédération internationale de boxe qui gère les tournois de boxe olympiques a été accusée. On va rester sur le terme accusé de corruption. Pour ceux qui sont un peu de ma génération, il y a les traumatismes Alexis Vastine et les cris et les pleurs d'Alexis Vastine pendant ces Jeux Olympiques parce que clairement il s'était fait voler. Il y a encore eu des décisions assez étonnantes de Sofiane Oumia qui perd en finale de boxe. Clairement. Bon, moi je le donnais quand même devant au point, donc je suis assez étonnée. On n'y voit pas du tout clair. À tel point que le Comité international olympique a dit la Fédération internationale, vous allez arrêter de gérer la boxe, on va reprendre un petit peu la main. Donc il y aura de la boxe de nouveau à Los Angeles, mais après l'avenir est très incertain parce que trop de scandales. Beaucoup du coup, dans ce sens-là, moi je mettrais stop à tous les. Alors je l'ai pas mis avec là, des juges. Ouais, tous les sports avec des juges, des trucs de notation, ça dégage. J'y pensais. Mais du coup, ça veut dire que c'est un sport qui peut re-rentrer dans ton top aussi, qui peut sortir du top. Mais moi, en fait, c'est un sport que j'aime d'amour. Donc vraiment, si tu clean un peu ça, que tu fais ça correctement, tu vois, par exemple, tu parles des sports de notation comme le patinage, c'est pas parfait, mais ils ont mis en place vraiment des systèmes de notation très précis avec des grilles, quasiment des croix à cocher, qui font que sur des évaluations de saut, au moins, je parle pas de la danse, mais sur l'évaluation de saut, c'est quand même difficile de se tromper et d'avoir des scandales. En boxe, le plongeon, tu vois, c'était hyper dur. Plongeon, c'est très difficile. Tu dis, franchement, ou même, alors moi, ce qui m'a rendu fou pendant les jeux là, c'était Alexis Jean-Jean, quoi. Alexis Jean-Jean au BMX. Oui, qui te fait une performance de dingue. Et en fait, tu dis, mais attends, on n'a pas tous vu la même chose ou quoi? Il y a la moitié du monde entier qui était offusqué de ne pas le voir médaillé. Et parce que, oui, tu as une sensibilité, c'est pareil sur le sport d'hiver, du slopestyle, etc. C'est que tu n'as pas que l'aspect technique, tu as une sensibilité presque artistique, et ça va t'échapper. Mon Clem, c'est quoi ton top? Alors, moi, en fait, j'ai du mal avec les sports co qu'on voit toute l'année au jeu. Moi, j'étais très surpris de ton top 1. Ouais, bah tu vois, je suis un grand fan de foot. Et je veux pas voir le foot au jeu. Dans le chat, vous nous avez dit vraiment le foot très rapidement. Ah ouais, parce que j'ai vibré cet été avec le foot. Ouais, alors on vit parce qu'on est fan de football en fait, et parce qu'on adore ça toute l'année. Mais après, voir des équipes remaniées avec des politiques moins 23 et t'as le droit 3 de plus. Pourquoi 3 plus âgés que d'autres? Tu sais pas pourquoi. T'auras jamais les meilleurs joueurs en fait. T'auras jamais les meilleurs joueurs. Tu seras toujours dans des stades que tu connais par cœur. Il y a pas de nouveauté en fait dans le foot.
Donc c'est un peu dommage. Moi, le foot, je te dis pas tu l'enlèves. Par contre, tu dois le remanier. Tu mets une variante. Tu fais du futsal. Mais du coup, on a vu. tu mets du futsal. Futsal, bon C'est pour délire. ça que tu vois, j'ai pas mis le rugby à 7 parce que c'est pas le rugby que tu vois toute l'année. Le rugby à 7, j'ai adoré ça. Le format est hyper télégénique du rugby. Le format est dingue. Ça, je comprends Ça pas va très comment très c'est pas vite. plus T'imagines dans populaire. les stades et tout, c'était incroyable, c'était la folie, ça Là, s'enchaînait très très vite. Antoine Dupont et tout, donc t'avais un enthousiasme de fou. Ouais, Donc voilà. Après hand, bah pareil, hein, hand basket, volley. Le basket. En fait, t'es anti-sport quoi. J'adore ça toute l'année, dit, mais pas pendant les jeux. Le hand, ça te fait le même effet que le foot, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de médiatisation sur le hand. Et puis il y a un critère, c'est pour moi, en hand au moins t'as les meilleurs joueurs du monde qui sont là, pas en foot. Oui, ça c'est Donc, un changement. en termes de niveau du sport. Mais je trouve le qu'en fait, laisser la place aux sports qui sont pas assez médiatisés toute l'année. C'est un petit peu ça, mon cri du cœur pour les Jeux C'est quoi ton petit sport chouchou des Jeux Olympiques? Un sport qui pourrait mériter. Le basket 3-3, typiquement, j'ai adoré. Okay. Et le rugby à 7. Ouais, mais c'est pas ce que tu vois toute l'année. Okay. Et après, bon, on me le dit un peu dans l'oreillette, Sam, je t'embrasse. J'ai eu un gros coup de cœur pour la boccia pendant les parts. Ah oui. Mais parce que ça raconte des histoires, parce qu'Aurélie me lance pas sur ça. T'as détesté pour toi, c'était de la je savais quelque chose, mais je sais Non, rien, même pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas capté le délire. Après, c'est j'aime la beaucoup pétanque. l'histoire. Attention, c'est cool, etc. C'est hyper stratégique. Mais et tout, je c'est sais un truc pas. de fou. C'est J'ai hyper mis quoi après? concernant, ça permet à tout le monde de faire du sport. Quoi. Oui, non, bien sûr. Sur ça, j'entends, tu vois. Mais ouais. Mais je sais pas. Donc le basket, c'est pareil. Le basket 5-5, je te l'enlève pour garder le basket 3-3. Le volley, même délire que le hand. Et cyclisme. Il y a quand même quelqu'un dans le chat qui nous dit au contraire, c'est mon top 5. Donc j'ai l'impression que. C'est bien. C'est qui Lisa Bleu 92-86? Bon, on va pas faire un resto ensemble tout de suite, à mon avis. Non, mais le cyclisme. Alors, le cyclisme sur coup. Attends, oui, voilà. Le cyclisme sur En route. ligne ou sur piste? Non, le cyclisme sur route, je l'enlève. En piste. Mais les images dans les rues de Paris, c'était incroyable. Ouais, mais d'accord. Attention. Les images des grands monuments, c'est magnifique. Non, les mais images là, de Paris c'était Roubaix, dingue. c'est magnifique. Là, c'était exceptionnel Le parce coureur que qui c'était fait la Paris. pause pipi dans le café d'Amélie Ouais, Poulain. mais après tout, Mais mais là, c'était trop super. drôle. On va rigoler avec le cyclisme à Los Angeles sur des routes toutes droites où il se passera absolument rien. T'as le soleil, les palmiers, c'est ça. Ils peuvent. Je crois qu'il y avait une épreuve montée. Il y avait une épreuve qui était un peu On à passait devant Rio. Hollywood et voilà quoi. Ouais. Non, ça, alors c'est vrai que je rejoins, il y a souvent des épreuves nulles sur route, généralement sur les villes qui obtiennent de plaine, quoi. Rio, Tokyo, c'était pas fantastique du tout. Là, Paris, c'était vraiment exceptionnel. Oui, c'est la plus belle ville du monde, c'est tout. Voilà, Parce aussi. qu'on est les meilleurs, tout simplement. Vive la France. Mais sur piste, je garde. Ouais. J'aime bien. Et toi alors? Bon, mon top 5, j'ai mis en 1 l'équitation. Ah, Pour, l'équitation, c'est la grâce, tu vois. Non, Bernard. Juste Non, mais pour attends. l'utilisation de l'animal en fait, qui n'a rien demandé. Lui, il veut juste être pépère. C'est pas, ça se trouve, l'animal, il veut performer, il veut sa médaille d'or aussi. Non, mais en plus, t'as souvent des euthanasies. Enfin, souvent, attention. Non, mais attends, ne généralise quand même pas l'euthanasie en équitation. Euthanasier, etc. Les mules, c'est pas les courses non plus. Attention, oui, mais les courses ne sont pas au JO. Non, mais heureusement, non, mais c'est moins généralisé. Mais les chevaux n'ont rien demandé, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est un rêve de petit garçon et petite fille, tu vois, quand ils commencent à monter au cheval et tout, ils regardent derrière les jeux en se disant c'est le moment magistral. Si tu t'arrêtes à utilisation de l'animal, il n'y a pas de contre-argument. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai fait 13 ans d'équitation et je n'en referai plus à cause de ça. Tu montes plus du tout à cheval. Non, parce que ça me pose un problème de culpabilité d'exploiter l'animal. C'est ça. Après, je suis un peu tiraillée parce que d'abord, je trouve qu'il y a des épreuves fantastiques. J'ai un souvenir ému d'être allé voir le cross à Versailles. C'était grandiose, les décors. Et bon, le cheval, même si c'est une exploitation et qu'il est éduqué à ça, il y prend quand même un certain plaisir, c'est sûr. Et puis, visuellement, c'est magnifique. Après, le dressage... Je peux comprendre parce que c'est quand même pas grand public du tout d'expliquer pourquoi un tel mouvement est aussi réussi. Je vais pas repartir avec... Ouais, mais c'est compliqué. Dire aux gens. Je suis bloqué. Non, mais tu vois, dire aux gens qu'un piafé est plus réussi que le piafé du candidat d'avant, tu dis, waouh, c'est dur. En plus, piafé, c'est des oiseaux, c'est pas des je comprends l'argument d'exploitation. Juste pour ça. En 2, j'ai remis le tir, on en a parlé. On va pas d'accord. Je vois qu'en plus, dans le chat, il y en a plein qui sont pas d'accord avec toi. Ouais. Sur quoi? Sur le tir? Ouais. Les mus, je suis d'accord pour tout sauf le tir. Voilà, et des douaniers dans le chat. Merci Malon98. On est ensemble. Bonjour à tous les keufs dans le chat. C'est vrai que pour la plupart, en plus, ils sont en partenariat avec la police nationale. Le biathlon aussi. Et c'est vrai qu'il y a 15 jours, on t'avait proposé une initiation au tir sportif et visiblement, ça t'a pas convaincu. Attends, question, le cheval sait qu'il est champion? Je veux ma réponse. Oui, en plus.
Il a une médaille, le cheval? Il a une médaille ou pas, le cheval? Je crois que oui. Je pense pas qu'il ait une médaille. Je pense qu'il a une petite décoration pour son box. Il a une plaque, comme dans la plupart des grands prix, on va dire. Et après, quand t'as un cheval champion olympique, c'est pas le même traitement derrière, parce que tout simplement, des questions de gros sous, le cheval vaut tellement cher qu'il a un confort largement décuplé. Ok. Voilà. 3 l'haltérophilie, pareil, on a parlé. Flag football en 4 qui va arriver. Ça, vraiment. Ouais, ça, ouais. On est vraiment en train de nous passer cette douille là. Oui, mais je crois que j'ai pas voulu y penser, tu vois, je crois que j'ai voulu oublier ça. Moi aussi. C'est un sport qui va exister une fois. Amnésie volontaire. Allez, on débêche. Oh, le scandale. Moi, ce qui me terrifie en plus, c'est-à-dire que on fait un sport. Bah, t'as un petit drapeau derrière et il faut. C'est pour simuler le plaquage, en gros. Le Quidditch. Ouais. Bah, c'est un peu bien. Je préfère le Quidditch. Le Quidditch. Non, mais c'est quand on met quand même un sport où il y a une équipe qui existe depuis très longtemps, donc l'équipe américaine pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, et les autres vont devoir se créer en 4 ans. Ouais, c'est ça. En 4 ans. Bon courage, démerdez-vous. Et puis c'est vraiment en mode, on n'a pas pu mettre le football américain, donc on a mis le flag, quoi, tu vois. Et tu vois, foot US, j'aurais presque accepté, tu vois. Ouais. Ouais. Bah après, on a une petite équipe déjà, quoi. Oui, ça parce que vous vouliez la pétanque. Non, mais après, oui, ça, oui. Oh, ça aurait été exceptionnel. La pétanque. Ça aurait été France-Madagascar à chaque fois. C'est drôle, mais est-ce que c'est un sport, la pétanque? Oui, coupez le micro d'Apo, s'il vous plaît. Oh, ouais, si, quand même. Mais moi, moi, je le range. Attends, t'es ok sur la boccia, mais la pétanque, non. C'est pas la même chose, je tiens à préciser. J'ai pas non plus une passion boccia, je vais pas vous mentir. On peut y aller si tu veux sur ce terrain-là. Mais je le range, mais j'ai pas de dédain pour la pétanque, c'est juste que je le range avec les fléchettes, tu vois, c'est un spectacle. Et bah c'est un sport aussi. Fléchette au jeu. C'est un sport, fléchette au jeu. Oh là là. Luke Littler. Fléchette au jeu. C'est comme le tir à l'arc en fait. Avec le même public qu'en Angleterre. Plus le tir à l'arc. Tu sais que les places fléchettes en Angleterre, c'est un prix énorme. C'est une folie. C'est devenu énorme. Le prix des places. Incroyable les salles de fléchettes. Parce que j'avais lu un article sur ça qui disait qu'en fait les fléchettes sont grave développées en Angleterre parce que les gens avaient, la classe populaire avait plus les sous d'aller sur des matchs de première ligue en gros. C'est maintenant ça coûte cher. C'est une façon de communier avec des gens sur un spectacle. Et puis on va pas se mentir, de boire beaucoup de bière, hein. Oui. Voilà, avec modération toujours. Sans alcool dans les enceintes. Inch'Allah. Pas en Angleterre. Pas en Angleterre, en France. Et dernier, j'ai mis cricket. Parce que c'est encore pire que le baseball en termes de durée. Ah mais ça c'est. Mais c'est pour avoir une médaille d'or. Tu sais que ça va durer parce qu'après, si l'Inde finit par avoir les Jeux Olympiques, le cricket. C'est qui les meilleures nations au cricket? C'est l'Inde. L'Inde et le Royaume-Uni. L'Inde, c'est une culture exceptionnelle là-bas. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Des matchs de fou. Ça peut durer sur plusieurs jours. Par contre, j'ai toujours rien compris. Il y a le kabaddi aussi, mais c'est pas connu. Le kabaddi. Je connais pas. C'est une espèce de balle aux prisonniers. On a 3 ans et demi pour bosser les règles. Je te jure, regardez le kabaddi. En Inde, c'est hyper connu. Ah, ça, par contre, il y avait un sport, je sais plus le nom, au para, ou une espèce de balle aux prisonniers là. Ah, le goalball. Ouah, c'était incroyable ça. Ouais. Ça, c'était dingue. Avec des non-voyants. Ça, j'ai envie d'y jouer, tu vois. Faudrait qu'on aille faire Faut se bander les yeux et tout, mais on peut essayer. On se fait un afterwork. On se fait une initiation. On se donne rendez-vous, une initiation. Je connais les jeux, en plus, je les appelle, si tu veux. Sérieux? Ah ouais. Je suis très qui est fan d'RMC. Je filme, par contre, sur les réseaux sociaux, mon gars. Je suis très chaud. TikTok et tout. On se lancera là-dedans. On va appeler le section. Allez, mon sou qui va venir nous rejoindre pour la dernière petite cote avec Wina. Je vais relever une blague dans le chat, mais le lever de coude, c'est très breton. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai une médaille de plus pour la Bretagne. Je viens de l'ouest de la France, je ne me moque pas. Voilà. C'est encore plus drôle. Et je rappelle que pour toute nouvelle inscription sur Winamax avec le code RMC10, vous avez 10 € offerts suite à cette inscription. Mon sou, t'as quoi pour nous? Comme je disais à Apo, j'ai encore plus drôle que toi. Quel pays j'ai un bet incroyable. Voilà. Sporting Lisbonne, PSG au handball. Ça. Comment ça, il y a du temps? C'est ça. Il y a le Sporting au handball. Ouais, j'allais poser la question. C'est ça, à 20h45, c'est un match de Ligue des Champions. Okay. Donc, d'accord, très bien. Détrompez-vous parce que les cotes sont. Attends, mais PSG, ils sont chauds normalement au hand, non? Ils sont favoris. Mais Sporting à la maison, c'est invincible. Comme au football, le PSG va perdre, c'est fou. C'est invincible, carrément. Ouais, c'est invincible. Ils sont invaincus depuis 2 ans. Ils ont 4 matchs à domicile, 4 victoires. Et ils ont battu l'ogre du handball qui est Vesprem. Ok. Donc, Paris a perdu contre Vesprem cette année, c'est leur seule défaite. Donc voilà, c'est un match piège par excellence. Pour moi, le Sporting va l'emporter.
Pourquoi à Paris, il y a pas mal de blessés, dont Prandi, donc, que tout le monde connaît. Et à Lisbonne, voilà, il y a tout le monde. Et ils ont le meilleur buteur de l'Euro 2024 qui s'appelle Martim Costa. Putain, t'es chaud. Ouais. T'es chaud à chaque fois de chercher des bails comme ça, vraiment. C'est incroyable. Du coup, on joue chauvin, nous, on joue Paris, non? Paris? Okay. À 66, je te rappelle qu'il y a un petit Jorit, ça allait chercher. À 60, ouais, à 66, à 68, c'est une bonne cote pour booster un combiné. Après, en simple aussi, c'est pas mal. À 10 €, voilà, ça nous fait. Ah, parce que t'avais mis 200 au début. Et je vais aller. En fait, Paris, c'est pas mal. On va peut-être mettre 10. Merci Sou. Encore une fois, ça régale. On verra si... Est-ce que je peux m'insurger contre le chat avec Jeff qui se moque de mon club, à savoir le Stade Lavallois, le plus grand club du monde. Et il a raison. Il a pas raison. Et on joue à Martigues et ça va très bien se passer, je te remercie. On le va peut-être être annulé, puis Martigues va peut-être plus exister. T'embrasses le Mont FC. Bon, merci les copains. Yes. C'était chouette. En vrai, hein. On se retrouve. Et Pascal encore, merci beaucoup Pascal. Pascal. Oh là là, la légende. Du coup, est-ce qu'on rallongerait pas l'émission sur 4 ou 5 heures? Moi je suis chaud. Moi je suis très chaud. Même 3 heures, je trouve ça le fait. Ça le fait pépère, 3 heures, je trouve. On va embarquer le petit chat. truc à manger au milieu. Ouais, mais on peut. D'ailleurs, t'as pas bu beaucoup dans ta tasse? Si, j'ai bu un petit peu tout à l'heure, mais je reste. Elle veut juste montrer la tasse. Je veux pas vous dire ce qu'il y a dans la tasse. Waouh, c'est pour ça qu'elle était en forme sur l'émission. Tu nous ramènes des tasses la semaine prochaine ou... Je vous ramène des tasses de Noël si vous voulez. Ça régale. Okay. Allez, on rappelle le début des WTT Finals, dernier tournoi international de ping qu'on diffuse à partir de mercredi jusqu'à dimanche. On a nos Français, les Lebrun qui sont là, on a aussi Esteban Dor et Florian Bourrasso. Première session mercredi 6h, et pour ceux qui sont un petit peu moins matinaux, il y aura la deuxième session à midi. Ça sera comme ça toute la semaine, les amis. Mais ils sont chauds dans le chat, hein, ils seront là à 6h. À 6h du matin, ils sont attaqués. T'as créé très chaud. Ouais, on essaie. Je serai aux commentaires avec Flo, avec Clément Chaubeau et mon Rafatom, j'allais l'appeler comme il est dans le chat, mon Thomas Guigna. Maintenant j'appelle les gens par leur pseudo dans le chat. Les amis, vous pouvez retrouver l'émission dès demain en replay sur YouTube, et on se dit à la semaine prochaine, lundi 21h. Attends, je fais mon cœur de boomer. Et moi mon cœur coréen. Bisous les amis, merci encore. Ouais, mais dans mes séries que je regarde, ils font comme ça et j'aime beaucoup. C'est quoi ça? Bisous. Merci à tous. Allez, bye. Salut.